à balancer sur les autres. Est-ce que vous avez des choses à balancer ce soir? Gilles Verdez. Sur Valérie Benaïm? Bien sûr. Je prends avec grand plaisir. Alors, elle est d'un snobisme incroyable. Ah oui, Le jeudi, on travaille beaucoup. Ouais. Merci. Elle est tellement aimée. Laissez-moi finir. Ne vous faites pas plus. Hein, attention. On travaille beaucoup et traditionnellement, toute l'équipe déjeune ensemble. C'est un moment de convivialité. Ben, pas moi. Et vous, c'est à part, je dirais. Vous, voilà. Mais vous passez nous voir. Vous demandez comment on va. Il y a une personne qui ne fait aucun effort, qui est dans son coin et qui fait semblant de manger dans une barquette en plastique où il n'y a rien. C'est Valérie Benaïm, toute seule en loge, rien. Rien. Oh putain. Cyril, si je peux me permettre, je suis avec mon petit Tupperware là-haut dans la loge avec d'autres personnes. Mais tu n'as pas et comment peut-il le savoir? Pour la simple et bonne raison que lui aussi s'isole, mais avec moi dans la loge. Ça va loin, ça va loin. Vous avez quelque chose à dire? J'ai un ragot sur Raymond. Encore? Tu voulais absolument pas que je le dise. L'abominable homme de Tu voulais Rungis. pas que je le dise, mais je vais le dire. Sur mes comptes. Allez-y, Vous vas-y, n'êtes pas Guilux. sans savoir qu'à chaque fois que Raymond parle dans cette émission, il se fait applaudir en masse par le public. Je vais vous révéler les coulisses de cette mascarade et siffler la fin de la récré. Non, mais attendez, c'est très grave ce que vous allez dire. Rien qu'hier, j'ai compté, on était à 4 standing ovations pour Raymond. Ouais. Je vais siffler la fin de la récré. Attends. Tu vas nous raconter ça dans un instant parce que là, c'est trop grave. C'est la calomnie, ça. Là, c'est trop grave. C'est une vraie révélation. Je vais vous le dire. Je suis témoin. Je vais vous suis le dire. témoin aussi. C'est de la calomnie, ça. J'ai la 2 calomnie. accusations et 2 preuves. Il en reste toujours quelque chose. Je vous le dis. Voilà, donc moi... Alors Raymond, vous allez devoir répondre de vos actes dans un instant, en confiance bien totale. entendu. Ça va? Merci d'être là, vous. C'est ça. Je suis content. Mais c'est Bernard ragot aussi. Bernard Montiel? Non, en plus beau. Vous avez un ragot aussi? Ouais, bien sûr. Ah oui, sur qui? Paul Scar. Ah, tout de suite sur C8. Merci d'être avec nous. Il est 19h09, on est en direct. Et c'est une semaine record. Vous étiez encore plus de 2 millions hier à nous regarder. Merci à vous d'être aussi nombreux. Et bien entendu, Big Laoui sera là dans un instant. Voilà, tous vos rendez-vous, bien entendu. Il y a Fabrice Divisio qui arrive pour le débat. Tous vos rendez-vous seront là. Les rendez-vous seront pris. Les rendez-vous sont là. Mais pour l'instant, l'heure est au ragot. Et comme je l'ai dit, il y a une étude qui est sortie qui dit que balancer des ragots sur ses collègues est bon pour la santé. Si vous voulez vivre encore longtemps, n'hésitez pas à tout me dire. Vous vouliez faire une révélation sur Raymond Abou, l'abominable homme de Rungis. Absolument. Je vous l'ai dit, Raymond, à chaque fois qu'il parle dans cette émission, il se fait applaudir comme une rockstar, on dirait Travis Scott au Stade de France. Ouais. J'ai mené l'enquête. J'ai appris que Raymond avait passé un pacte avec Lionel Tim, le chauffeur de salle. Il le soudoie pour qu'à la fin de ses phrases, il lance des applaudissements comme ça, de manière non naturelle. Mais ce n'est pas tout. J'ai vu de mes propres yeux, et Raymond me l'a avoué, parfois vous ne le voyez pas, vous qui regardez l'émission, Raymond met ses mains sous la table et il commence à applaudir à la fin de sa phrase. Donc, par exemple, alors je vous fais la... Non mais il fait ça, il fait, donc voilà, on a marre, c'est nous qu'on paye. Et les gens applaudissent. C'est énorme. Véridique. Il l'a avoué Le hier. gruyère à 8,40. Mais je parle avec les mains, donc ça se voit que j'ai pas les mains sous la table. Géraldine. Sauf que, alors ça c'est vrai, sauf que contre Kems, Guillaume Janton est très 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 jaloux de Raymond. Il le vit très très mal. Donc il compte le nombre d'applaudissements qu'ils ont eu depuis le début de la saison. Et effectivement, c'est un raz-de-marée pour Raymond qui a 18 applaudissements contre 2 pour Guillaume Janton. oui. Donc il le vit super mal. Donc il est allé voir Lionel Tim. Et contre un bifton, il a demandé à Lionel Tim de ne pas applaudir Raymond pour plus applaudir lui-même. Ah, c'est grave. Ça, c'est très grave. Pourriture. Lionel Tim, je sais pas si tu crois encore en ton étoile, mais je ne crois plus en la tienne. Il fait rien. Merci. Alors, mais très bonne info, oui. Raymond ne s'arrête pas là. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait exprès de s'organiser pour rentrer le dernier de l'équipe juste avant vous. Ouais. Et donc, Lionel, qui est son complice, le fait applaudir Raymond pour chauffer la salle et les encourager. Et applaudissez Raymond quand il parlera. Bah voilà, c'est un scandale. À 19h12 en direct, c'est que je les crois. Mais oui, et non seulement il arrive en dernier, mais il fait un tour de piste. Tout le tour du plateau avant de. Parce que je suis poli, je dis bonjour aux gens. Contrairement à vous, qu'on n'avait rien à foutre de tout. C'est ça. Merci.
Jean-Michel, vous avez un ragot sur Polska. Sur Polska, exactement. Bon, Polska, on l'a tous remarqué, elle ouvre pratiquement pas le bec de toutes les émissions. En revanche, elle est beaucoup plus bavarde quand il s'agit de poursuivre son seul objectif depuis le début septembre, vous saigner. Je m'explique. Elle fait le tour de tous les dirigeants de votre société, Lionel Stan, et puis maintenant elle descend progressivement, parce qu'elle a un refus à chaque fois, pour essayer d'avoir le remboursement de tous ses frais parisiens, onglerie, taxi, train, restaurant, tous les sandwichs, tous les frais divers. Elle veut tout mettre à votre charge. Et elle me l'avoue, elle me dit, mais qui je peux contacter qui finira par me dire oui? J'ai dit, Cyril, arrête vous de lui saigner, demandez, il va Cyril. dire oui gentiment. Oui, moi. Non, mais sans rien, si, Je vous le demande. si vous avez quelque chose à demander, qu'est-ce qui se passe? Ben, ce visage a un coup, ok? Oui. Je vais noter, dites-moi. Dites-moi. Dis-lui l'ensemble des frais dont tu voudrais. Alors, un les remboursement. cheveux, D'accord, les cheveux. les ongles, D'accord, de pied aussi également, parce que des fois je mets des talons, d'accord, les bijoux, d'accord. le maquillage, Ça revient à combien en tout par mois? À la louche. un petit 3000. Un petit. Je reste raisonnable. Hein. On va zapper les Non, mais donc vous voudriez 3 000 € de remboursement de frais. Oui. Exactement. C'est noté? Alors, c'est noté, je vous le dis, et je vais le transmettre à une autre chaîne s'ils veulent le faire. Je vais voir ce que je sais faire avec d'autres collègues. Je vais voir, je vais appeler, je vais appeler d'autres groupes. Mais c'est ce que tu dépenses par mois, vraiment? Pour de vrai? Par jour, non? Ah oui, et puis c'est plus. Privé. Non, 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 mais vraiment, bah, en tout cas, bravo. Et, Par alors, contre, non, j'ai mais un ragot. je vous le dis, vous n'aurez rien. Alors croyez-moi, vous n'aurez rien. Merci, chef. C'est vrai que j'avais pas essayé. Hein. Vous n'aurez rien, mais rien. Oui. Rien, il n'y a pas un truc. Non, rien. Même les ongles. Non. Non, merci, non. Elle avait un rabot. Ça vaut Bon, pas grand-chose. sinon, j'ai un ragot sur une personne ici. Dites-moi qui? C'est Guillaume. Arrête. Voilà. Tu vas Alors, je comprendre, là. pense qu'il a toujours eu un faible pour moi. Ah ouais. Et en fait, j'ai un flashback dans ma tête qui me confirme cette théorie. Parce qu'il faut sachez que à mon avis... Il faut sachez. Française est une langue vivante. faut dire ça. Il y a Thomas Guénolé à côté de Il vous, me défend. politologue. Il saigne des oreilles. Il a été gentil, il a dit Non, je dis- la langue française est une langue vivante. Donc, voilà, ça évolue. Donc il faut sachet. Sachet. Combien de sachets par jour? Il faut Combien savoir qu'à mon arrivée, eh bien pendant un mois complet, toutes mes tenues, c'est Guillaume qui me les payait. Quoi? Et dès que j'ai eu mis un vent, il a arrêté de me payer mes Non, tenues. non, sans rien. Arrête. Je vous le jure. Là, les gars, je m'attendais pas à ça. Apparemment, ça tire à balles réelles. Je m'attendais pas. Moi, c'était une séquence sympa. Je me suis dit en début d'émission. C'est grave. On va faire que. Sachant qu'il avait déjà une femme à ce moment-là. Hein. Non. Il avait peut-être une femme à ce moment-là, mais ce que je peux vous dire, c'est que jeudi 26 septembre, il n'en a plus. Ah bah, à cette heure-ci, à 19h15, je peux vous le dire, c'est terminé. Non, non. qu'on peut entendre la défense, Polska, je vous crois. C'est le pire. Je peux me Est-ce défendre. qu'acheter des habits, c'est tromper? Non, pas du tout. Si. Bon, bah, Bien sûr que si. acheter des habits, c'est pas trompé. T'achètes pas des habits il y a avec deux meuf écoles. pendant un mois. Moi, c'est bien moi. Les mecs, c'est bien moi qui ai habillé Isabelle. Hein. Non, mais c'est parce que j'ai dormi chez Jordi hier, je prêtais sa tenue. Dur d'être C'est vrai, bébé. c'est vrai que vous aviez aussi habillé Daniel. Oui, mais c'est. Ça te coûte pas Daniel, des ça masques. compte pas. Ça te coûte. Quoi? C'est pas pareil d'habiller Daniel que d'habiller Polska, excusez-moi. Alors j'adore Daniel, non mais c'est pas pour. c'est C'est cher en tissu. la tranche. Non, la c'est pas tranche. la même chose. Oui. Quel rapport avec la tranche? Ah, en Ah, pharmacie. la tranche les fringues. d'impôt, la tranche d'impôt, la tranche de dosage. C'est pas les mêmes tranches. Non, non, c'est pas la même tranche, ça c'est une tranche à 70%, Daniel. C'est une ISF, c'est ce qu'on appelle une ISF. Oui. Malheureusement, c'est vrai ce qu'elle dit. Arrête, mais tu l'as jamais dit. Alors, hein. c'était un moment d'égarement, mais. Non, mais c'est en fait parce qu'on s'est. En fait, c'était. Avant, j'avais. bégaye, hein. Attendez. Il pas bien. bégaye. Non mais là, alors moi je te Alors, propose, le c'est mieux, que tu c'est reprennes un peu partir. ton souffle. Non, alors. Tu appelles ton avocat et tu te tais. Non. Exactement. Ouais. Je suis J'avais. d'accord avec Thomas, là, allez, il faut un avocat. Je vivais dans le centre de Paris, dans une avenue commerçante. Et Polska était dans les environs. Et je trouvais qu'elle s'habillait extrêmement mal. Comme vous le savez, j'ai un goût prononcé pour la mode, Bah oui, donc on je suis la voit. allé. Bah ça se voit, vous êtes habillé. On dirait que vous allez descendre les poubelles, donc oui. Casimir. Et donc, c'est vrai que je lui ai offert une ou deux robes, c'est vrai. Oh. Et elle était très bien habillée, et je trouve qu'il y avait une vraie différence. Non mais Et Guillaume, on va pas se mentir. Non, mais c'est pas vous étiez, vous étiez, Sous le charme. vous aviez un petit crush pour Polska, faut le dire. Non, mais enfin, oui. Non. Oh là là. Mais Polska, c'est incroyable. Ah
Ah, mais j'ai fait chauffer assez bien. On est allé faire du shopping, c'était trop bien. Mais non. Non, jeune papa en plus. Non, j'étais pas papa encore. Si, si, vous étiez papa. Mais pas du tout. mais son Le bébé était dans le ventre. Non, non, non. Elle vient d'arriver. Non, non, non. Marie, Non, mais t'as- arrêtez de le défendre, vous. Non, Mais non. elle connaît ma femme. Mais alors, elle connaît ta femme. pire, hein. Mais c'est pire. Et alors, elle connaît ta femme. Moi aussi, je connais le mari d'Isabelle. Quoi? Je connais aussi le mari d'Isabelle. Et alors? Non, mais ça n'a rien, ça m'empêche pas de l'habiller. Est-ce que Polska t'a remboursé? Non. Pas du tout. Non. Est-ce que Alors- c'était à sa demande ou c'est toi de toi-même qui as dit je veux C'était t'offrir à sa... des Non, c'était à sa demande. C'était à sa J'ai demande. les messages, j'ai les scripts. Moi aussi, j'ai quand est-ce que tu me donnes de l'argent? Quand est-ce que... Hein? Quand est-ce que tu me fais un virement? Toi, Je te quand tu me donne... dis c'est quand que tu Allez, me on donnes des arrête, baffes. on arrête. Vous êtes sûr que la séquence, elle n'est pas dangereuse? On arrête là, les mecs. Allez, stop. Non, mais non, non, il y a un vrai bail entre les deux. On vient de se rendre compte de ça. Il y avait un vrai bail. Vous vous rendez compte les secrets qu'il peut y avoir dans cette émission? Parce que là, on sait qu'ils étaient en train de se chébran. Ah bah si, arrêtez. Alors bah si. moi, je vous jure que Non, non. non. Et Polska reprend de manière assez agressive depuis quelques semaines. J'arrête pas de lui dire que je suis marié, que j'ai un Non. enfant. Mais je vous jure que c'est vrai. Devant témoin, demandez aux gens de la chaîne. Non, c'est pas Oui. vrai. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Bah, les abus gratuits, ça me manque, quoi. Voilà. Non, mais c'est incroyable, sans rigoler. Ouais, C'est bah, ça, c'est c'était. Ah ouais, Non, mais c'est l'année ça. dernière, il nous a pratiquement fait chialer comme quoi il pue de thunes, à peine de Bah, quoi arrête avec acheter ça. du lait en poudre pour son enfant. À la rentrée, on apprend qu'il est parti en safari photo au Kenya et qu'il achète toutes les fringues de Polska. Je suis littéralement sur les fesses. c'est horrible. Littéralement. Polska, franchement. Oui, Moi, bien je suis sûr, sur les puis à cause Ah de bah oui, mais vous faites vous les sentez pas, c'est pas pareil. Polska, vous me ferez d'autres révélations? Et un jour, j'étais à Miami. Oula. Et elle m'a dit prends-moi un billet d'avion, je te rejoins. C'est vrai ça? Alors. C'est vrai ça ou pas? Est-ce que c'est J'ai pas le souvenir. en janvier dernier, oui, oui. Voilà, c'est la bonne Excusez-moi, réponse. Je ne me souviens pas. vous avez un mec, vous? On va peut-être passer à la prochaine personne, non? Non, non, non. Non, mais vous avez un mec? Oui. Vous aviez un mec. Guillaume, d'autres révélations? Pas pour l'instant. Si. Il y a Miami déjà, Non, c'était mais chaud. elle a insisté fortement pour Miami. Et je lui dis non, c'est compliqué. Elle m'a dit allez, allez, allez. Oh là là. C'est une Bah, c'était pas mascarade. pour lui, hein, c'était pour Miami. Hein. C'est une mascarade. Ah, attention. Vous l'avez dit ça à votre mec? Bah là, il le sait là. Bah, il va l'apprendre, ouais. Vous l'avez dit à votre mec que vous deviez rejoindre Guillaume Janton à Miami? Je lui ai dit, c'est professionnel. Et toi, ta copine, ta femme, elle savait que tu avais proposé à Polska de la rejoindre? Non, mais. Non, mais c'est moi. Eh ben, vous savez que. Alors. Non, mais moi, je veux bien, les gars. Mais moi, je pense que vous allez. Non, mais moi, je m'en fous. C'est un suicide en direct. Un suicide sentimental en direct pour les deux. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ce week-end, c'est sûr et certain que vous êtes célibataire. Alors, c'est certain. Non, mais c'est sûr. Votre mec, il va accepter ça? Mais moi, je n'ai rien fait. J'ai si. juste subi, en voulu. fait. Non, Non, j'ai subi son comportement. Non, mais c'est pas vrai. Bah, c'est toi qui lui as proposé. Tu m'as envoyé ton rib même. Arrête. Oh là là. Oui, oui, Bah, oui, t'as oui, envoyé oui. l'argent, hein. Oui, 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 oui. Non, mais, vous envoyez son RIB et vous lui Passons envoyez à l'argent. l'autre sujet. Mais est-ce que Il y a voyager, même c'est eu- tromper hein? Il y a même eu. Il y a même eu, je peux dire, Oui. indirectement, il y a même eu un achat de téléphone. Oui. Ça, c'est Vous toi avez qui acheté l'as un téléphone? Mais tu m'étonnes que t'as plus d'argent. Hein. Bah oui. C'est Il n'y très a pas grave. un calcul propre autour de la table, c'est horrible. Non, mais autour de la table, non. Derrière le pupitre. Allez, on fera un point sur tout ça toutes les 20 minutes. Pour le moment, il y a un coup de cœur de Géraldine Maillet. Oui. De la folie. Sonia Mabrouk, je l'adore. Alors, Moi sais aussi, que je l'adore. Le problème, c'est que c'est très flagorneur. En plus, elle est en face de moi, donc c'est très intimidant. Mais vraiment, voilà, j'adore Sonia Mabrouk. Je trouve que c'est une journaliste brillante, éclairée, courageuse dans ses combats, dans ses prises de parole. Donc voilà, désolée pour cette petite parenthèse. Et là, donc, vous revenez avec un nouveau livre. Alors, on a eu plus l'habitude de vous lire en tant qu'essayiste, avec des sortes de pamphlets comme ça. Et là, vous revenez pour moi avec presque un thriller, presque une dystopie. C'est un truc incroyable que vous avez fait. Une dystopie. C'est et si oui, en fait, c'est et si demain. Tu mets 2 semaines. C'est le contraire. Voilà, c'est ça. Et si demain tout s'inversait? Alors le pitch, il est simple. C'est des milliers de migrants qui arrivent sur les côtes du sud de la Méditerranée pour fuir la guerre. Donc là, c'est pas des migrants comme nous, on a l'habitude de voir arriver en France. Ce sont des Allemands, des Espagnols, des Français qui arrivent dans un pays imaginaire. Vous avez appelé ça Jalmany, c'est ça? Jalmany, voilà. Et donc, ils sont tous contraints à l'exil. Et donc, quand on est contraint à l'exil, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'assimile? Est-ce qu'on se convertit? Est-ce qu'on change de religion? Ben oui, donc ça va être la problématique. C'est-à-dire qu'on va vouloir de eux, par exemple des chrétiens, qui deviennent musulmans.
Donc c'est toute une réflexion que vous avez l'habitude de mener, finalement dans votre combat journalistique aussi d'éditorialiste, sur c'est quoi le fait d'être français, c'est quoi l'identité, c'est quoi la religion, c'est quoi le séparatisme, c'est quoi le communautarisme. Donc c'est toute une réflexion presque philosophique et très intéressante. Et j'ai adoré le livre. Et si demain tout s'inverse? Voilà, exactement. Absolument. Merci Sonia d'être là. Ça fait plaisir Merci, quelle introduction, merci. De vous voir. On vous adore, Sonia. Comment vous allez? Très bien, très bien. Bien, vous travaillez beaucoup. Hein. Comme vous. Non, plus vous. Autant. Oh, Ça veut dire beaucoup. Attendez, non, moi je m'amuse. C'est pas pareil. Moi aussi, hein, Cyril. Oui, c'est vrai, Vraiment. c'est vrai. Ouais. Sonia, merci C'est d'être le là. Et cœur c'est de vrai ce que métier. le livre de Sonia Mabrouk, Et si tout s'inversait, c'est extrêmement bien vu. Hein. C'est très intelligent. Et il faut que Thomas Guénolé le lise. Exactement. Il est tellement pour moi, parfois, à côté de la plaque. J'avais que décidé, Sonia- parce que Sonia est une amie, de pas tirer. Si on vient me chercher, c'est différent. Donc vous allez lire ou pas? Ma principale difficulté, c'est que ne l'ayant pas lu, je ne vais pas en dire du bien ou du mal. Très bien. Je ne sais pas si c'est Très un bon bien. livre ou pas. Le thème, après, j'aurais peut-être des réserves, mais on y reviendra sans doute. Mais bon, on comprend que vous ayez des réserves quand on vous connaît, mon Thomas. Voilà. Bah oui, voilà, ouais, on comprend. Mais bon, après, voilà. Gilles Verdet. Moi, j'en suis à la moitié et je vais comme avec finir votre cette femme. nuit. Feignant. Ah, merci, vous ne l'avez même pas ouvert. Donc, et en fait, à l'image du mot derrière vous, l'heure des décroisades, c'est super bien vu. Et on pourrait se dire, au départ, il y a une idée, mais le prodige, encore une fois, je suis à la moitié, c'est que l'idée est tenue jusque-là. Par une écriture, on a l'impression effectivement que c'est à la fois réel, mais c'est imaginaire, c'est un roman. Donc c'est brillantissime, c'est pétillant et surtout c'est passionnant. C'est-à-dire qu'on a envie, moi, voilà, je me suis dit, ça ferait une adaptation au cinéma formidable. Formidable. Comment vous avez eu l'idée, Sonia? Parce que c'est vrai que c'est... J'ai eu d'abord c'est l'imagination. Comme on aborde souvent ces sujets quand même d'appartenance à la nation, d'immigration, d'identité, d'attachement aussi aux origines, je me suis dit et si demain tout s'inversait? Et si le réfugié, le déplacé, l'exilé devenait l'Européen? Comment on réagirait si on vous demandait demain de tout quitter, de partir, de traverser la Méditerranée? Est-ce que vous pourriez vous assimiler facilement? Donc, je pense qu'il y en a un qui va le faire dès ce soir après avoir parlé à sa meuf. Guillaume Janton, je pense que c'est sûr, oui. De partir dans des conditions difficiles, puisque j'ai imaginé un scénario de guerre sur le continent européen, Exactement. qui n'est pas que le fruit de l'imagination malheureusement, parce que quand on écoute certains dirigeants européens aujourd'hui, eh bien le scénario d'une guerre qui pourrait se propager sur tous les continents est malheureusement probable. Oui, c'est vrai, c'est probable et c'est plus probable que jamais. Ouais. C'est vrai qu'en ce moment, on est dans une situation extrêmement instable, on ne va pas se mentir. Oui, Valérie Benaïm. Et Sonia, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous vous intéressez aussi au mot assimilation. Parce qu'on ça y est, on est parti sur Ex Libris. Aujourd'hui, c'est presque un gros mot d'être assimilé. On reproche à certains de s'assimiler parce que c'est comme une négation de qui on est. Je pense que le mot assimilation, je ne sais pas ce que vous en pensez, et Thomas, il a été dévoyé, il a été détruit. Thomas, parce qu'on se connaît et que vous êtes politologue, donc ça m'intéresse aussi votre avis. Il a été totalement dévoyé et déconstruit pendant des années. Oui. Les responsables politiques, moi, que j'interroge, à part une partie de la classe politique à l'extrême, n'utilisent pas le mot. Et on est passé en quelques années du mot assimilation au mot intégration jusqu'à la société inclusive. L'intégration, c'est quand vous avez des papiers, c'est technique. Moi, j'ai été naturalisée, j'estime, je suis intégrée par les papiers. Vous êtes d'origine tunisienne, comme moi. Effectivement. On a ce point commun. C'est vrai qu'on s'en parle tout le temps, tous les deux. Ouais. Hein. Et alors que l'assimilation exige davantage, c'est-à-dire vous partagez les mêmes codes culturels et les mêmes mœurs. Et moi, j'estime aujourd'hui qu'on a oublié ce que c'était l'assimilation. C'est un projet qui est extrêmement généreux. Il ne s'agit pas de faire de l'autre un clone, de lui dire sois absolument comme moi, mais je trouve qu'il n'y a rien de plus généreux que de dire à quelqu'un qui arrive, à un étranger, tu peux partager les mêmes rêves, les mêmes gloires, les mêmes fiertés, le même panthéon et la même sentimentalité d'un pays. Je trouve que ce message universaliste, on l'a perdu. Mais je le dis moi aussi, c'est une introspection pour les journalistes. J'ai une question qui n'a rien à voir avec le livre. Vous avez osé courageusement... Non, on va le faire après, ça, tout à l'heure, les JO. Ça commence on est bien. sur le livre. Tu fais que des conneries, en fait, dans cette émission. C'est pas possible. Mais non, on est sur les JO. On va parler après, on finit le livre, on finit la dernière question après. Je veux dire que c'est notre coup de cœur. Sonia, je l'ai vu samedi soir à la télé. Enfin, je ne l'ai pas vu à la télé parce que je ne regarde pas l'émission. Mais voilà, mais je l'ai vu après parce que j'ai remis un extrait ici. Sonia, elle m'a fait rêver. Elle m'a fait rêver sur la cérémonie des JO. Ouais. Bravo, c'est une ouverture. Heureusement que vous êtes là, Sonia. Oui, Thomas Guénolé. Alors ici, c'est pas Arte, donc mollo. Ouais, mais tout va bien. Oui, merci Thomas. Promis. Parce que là, Benaïm et Géraldine Maillet, là, ça y est, elles sont parties. Là, en fait, en écoutant, les deux, là, il y a un point sur lequel on va être, je pense, en fait, plutôt d'accord, et il y a un point sur lequel on va être pas du tout d'accord. C'est de dire,
La nation, c'est des valeurs, et donc quand les gens arrivent, ils doivent appliquer, respecter et comment dire, intérioriser les valeurs de l'endroit où ils arrivent. Donc c'est l'égalité homme-femme et d'autres éléments de cet ordre. Là-dessus, je sais qu'on est d'accord. Là où je ne peux pas vous suivre, c'est l'idée qu'on doit aussi s'assimiler, c'est-à-dire comment dire, se fondre dans la culture qui est déjà là. Je ne peux pas être d'accord avec ça parce que la culture française est déjà là. Vous arrivez, vous devez vous fondre dans la culture française. C'est pas lié. Non, mais je dis juste que cette définition-là ne peut pas tenir. Pourquoi ? Parce que la France, c'est un pays qui porte le nom d'une tribu germanique. Sa langue, elle est tirée d'une langue, le latin, qui vient de l'Italie. Sa religion, qui a longtemps été la seule ou le principal, c'est une religion qui vient du Proche-Orient. Dans les plats préférés des Français, vous avez essentiellement, vous avez des plats qu'on connaît tous, mais vous avez aussi des plats qui viennent d'ailleurs. Couscous, pizza, etc. Et s'assimiler, c'est pas se nier. Mais je dis juste que le concept d'assimilation suppose de se fondre dans une culture qui existe déjà. Alors que la France a toujours évolué comme un melting pot. Et la France d'aujourd'hui ne s'intégrerait pas dans la France des années 60. Nous, vous supporteriez pas tous de vivre dans la France des années 60, en particulier les femmes et les homos. Polska, qu'est-ce que vous en pensez? Eh oui, c'est... Le livre. On a raison. De ce que vient de dire Thomas Guénolé. Ouais, après un coup tout à l'heure. Merci. Vous allez au foot de ma gueule encore combien de temps? Merci, Non, mais Sonia. Thomas a raison, sauf qu'il part, pardon de vous le dire, d'une définition erronée, ou en tous les cas, c'est pas la bonne définition de l'assimilation. Ou alors on n'est pas d'accord. Non, c'est pas ça. L'assimilation, c'est pas du tout renier ses origines. C'est pas poser son bagage culturel à côté et faire et avoir. Quand j'ai dit que j'ai les mêmes héros, je pense d'ailleurs que vous et que ceux qui nous regardent et que la plupart du public ici, c'est que j'ai appris à faire mien ces héros sans rien enlever de tout ce que je porte en moi. Ma fille s'appelle Soraya, c'est un prénom ma coiffeuse aussi. Oui, je sais vrai, j'ai discuté avec elle. Et je lui ai dit qu'elle avait un prénom de princesse. Ah bah voilà, oui, voilà, Soraya. Tout à fait. Je pense que ce n'est pas nier ce qu'on est, c'est impossible en réalité. Moi, je ne crois pas qu'on peut effacer son origine et ses bagages, ni poser quelque part ses bagages culturels. Mais, par contre, ce qui me fait mal au cœur aujourd'hui, c'est qu'il y a des millions de Français, et je les vois, moi, quand ils passent de l'autre côté de la Méditerranée, qui sont assimilés ni de l'autre côté, ni en France. Et à ces personnes-là, on ne propose pas de projet assimilationniste. On n'arrête pas de recevoir sous le faux nez de la générosité, en entassant les migrants sous les ponts et sous les fenêtres des immeubles cossus, en particulier d'une gauche, une certaine gauche, pas toute la gauche, et on ne donne pas à espérer à tous ces millions de Français qui sont Français depuis 2 ou 3 générations, qui sont naturalisés mais qui ne sont pas acculturés. Ouais. Moi, j'ai eu la chance, par la langue, par la littérature, par l'école, on m'a donné tous les moyens. Aujourd'hui, on ne donne pas tous les moyens pour s'assimiler. Je trouve que c'est scandaleux. C'est tout. Sonia Mabrouk, et si demain tout s'inversait, vraiment magnifique. Merci Sonia d'être là. Vous restez avec nous, Sonia, parce que Sonia... Le week-end dernier, vous étiez invité dans Quelle époque sur France 2 et on vous a demandé si vous aviez bien aimé la cérémonie d'ouverture des JO. Vous avez répondu ça. Je suis assez d'accord avec vous. Je pense qu'avec tout ce qu'on a comme monument, tout ce qu'on a comme passé, comme patrimoine, on aurait pu quand même, non pas l'exalter, je ne suis pas dans l'exaltation, mais on aurait pu contribuer à comment dire, à infuser un peu plus de fierté compte tenu de ce patrimoine-là. On l'a vu, le patrimoine. On m'a posé une question, donc c'est personnel. Par quoi en plus? Moi, je ne sais pas, j'aurais pas parlé d'autres personnages dans l'histoire que la tête coupée de Marie-Antoinette, mais c'est un avis. Mais vous parlez des monuments, là, pardon. Là. Oui. Non, là, vous parlez des monuments. Les monuments, c'est aussi l'histoire, vous savez. Ah non, moi j'ai adoré la cérémonie d'ouverture et j'ai beaucoup défendu au moment où... Mais on a la liberté de dire qu'on a quelques... Ah oui, tout à fait, on a le droit de répondre. Mais tout à fait. Alors moi, je veux dire, comme je l'ai dit, la cérémonie d'ouverture, ça a montré que Paris était la plus belle ville du monde, ça c'est sûr, mais il y avait quelques tableaux qui m'ont énormément dérangé. Voilà, notamment le tableau avec le trouble, c'est inadmissible. Ouais. Ça vraiment, ça je gomme. Il y a le tableau avec la scène, inadmissible. Il y a le tableau avec la Marie-Antoinette, là. Tête coupée. Voilà, c'est inadmissible. Je suis un peu d'accord avec vous, Sonia Mabrouk. Et j'étais content que vous le disiez parce que bon là-bas apparemment ils n'étaient pas contents que vous le disiez. C'est normal, c'est pas là-bas bon. Le point positif. Vous étiez en milieu hostile. Le point positif, c'est Tony Estanguet. Je l'adore, Tony. Qui est formidable. Tony, il est exceptionnel. Ouais. Ah oui. Et je vois que dans son regard, il comprend ce que je veux dire, parce que j'avais l'impression d'être un peu en voyage en terre inconnue parfois. Donc, c'est ça. Au moins, il a compris. C'était une réserve. Parce que Tony est quelqu'un de très intelligent et de très ouvert. Tony, et je veux dire, tous les sportifs,
Et il n'y a rien à dire. Bah, voilà, les sportifs, on a l'impression qu'ils comprennent mieux, même cérébralement, ils comprennent mieux que les autres. Voilà, donc c'est vrai que Tony, il a une ouverture d'esprit. Il que a les quand autres même n'ont pas. supprimé le karaté en disant que c'est ringard, et moi ça m'a exaspéré. Ouais, mais bon, on s'en fout là. Bah c'est bon. si, parce que c'est tout Oui, un mais bon, état est-ce que, d'esprit. oui, mais alors, non, mais c'est bon, karaté, c'est bon. On est content, mais vous en ferez chez vous. Merci. Moi, j'ai senti dans la séquence une hostilité de Léa Salamé et de Christophe de Chavannes. Comment vous l'avez ressenti ce moment? Et est-ce que, on sait que c'est une émission qui coupe beaucoup de passages, parfois pour des raisons éditoriales, est-ce qu'ils ont coupé des moments de cette séquence? Comment vous l'avez vécu, vous, en plateau? Alors, vous savez, c'est notre métier. Moi, je trouve que quand il y a la confrontation, c'est aussi une forme d'émulation. C'est tout à fait normal. Hein. Je ne le vois pas comme de l'agressivité, de la défiance. Je réponds, si c'était sur le livre. Je ne dirais pas ça de Léa. Moi, j'ai beaucoup d'admiration. Je trouve que c'est une journaliste, une animatrice de talent. Par contre, Christophe de Chavannes, je trouve qu'il y avait une forme, oui, c'est vrai, un réflexe pavlovien, en fait. Tout doit être comme ça parce qu'on le pense, et ça, c'est assez désagréable. Après, Christophe, bon, voilà, il est un peu comme moi, Christophe. Il est plus... Rentre plus dedans. volumineux. Exactement, voilà, c'est comme moi. Après, moi, je préfère le style Christophe de Chavannes qui dit les choses devant, plutôt que le style un peu plus sournois. Voilà, je le dis. Voilà, après, on n'est pas d'accord sur ça. Mais moi, j'ai trouvé que c'était au contraire un grand moment. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous êtes défendu, vous avez pu émettre votre point de vue qui était différent, très calmement, de manière très posée, avec vos arguments. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je trouve que c'était très bien, ça a au moins le mérite d'exister. Donc voilà, je trouve qu'il n'y a pas de polémique pour moi, en fait. Ah si, pour moi, si. Ah bah pour vous, moi, oui, si. mais pas pour moi. Si, parce que moi, je suis pas d'accord sur tout, mais j'ai détesté cette cérémonie. Ah oui, ça vous. Et pour différentes raisons. Voilà, normal, la elle critique scène, la je trouve que religion. c'est une attaque contre la religion catholique, qui n'est pas ma religion, mais je trouve ça dégueulasse, trop facile. Ça, c'est d'accord. C'est une cérémonie. Je suis complètement d'accord avec vous, Gilles Verdez, là-dessus. Au contraire. Non, mais c'est bon, laissez-le parler. Non, mais s'il vous plaît. je Quand n'ai il pas parle, j'aimerais bien entendre Gilles Verdez, qui je suis sûre que dit Sonia souvent des pense choses ça. intéressantes. J'ai détesté cette cérémonie. Et en fait, j'ai l'impression que vous n'aviez pas le droit d'avoir ce point de vue minoritaire sur le plateau. Presque on voulait, le mot est fort, hein, mais vous censurez. Et vous avez tenu bon. On voulait vous dire, mais non, au nom de la liberté. Et c'est dégueulasse. À part Tony, qui est exceptionnel. Oui, je trouve que c'est dégueulasse de rétorquer, mais non, la liberté, tout ça, parce que cette cérémonie, c'était pas la liberté pour moi. C'était une manière dégueulasse de s'attaquer à une proie facile. Voilà. Je suis d'accord, d'autant plus que le maître, si je peux dire, de la cérémonie, M. Joly, a admis que c'était un projet politique. Oui. Donc tout ce qui est politique doit être, en tous les cas, peut amener à des réserves, des nuances. Il y avait une hostilité, mais je dirais pas une défiance. Alors justement, Elisabeth, vous avez un coup de gueule qui rejoint ça, parce que Thomas Joly, maintenant, il veut faire quoi? Alors, qu'on comprenne bien, hein, les athlètes, je les adore, Ping et Pong, je les adore, mais en revanche, effectivement... Tony Estanguet, on l'adore. Voilà, l'attitude... Ouais. Bah, moi, je l'adore. Moi, j'adore son physique, voilà, c'est moi, tout. je l'adore. Mais en revanche, l'attitude de Thomas Joly... arrête. L'attitude de Thomas Joly, j'ai trouvé ça mais détestable. Alors effectivement, le wokisme, il a dit et il voudrait donc que chaque année, on refasse une sorte de cérémonie d'ouverture. Ah, il veut prendre un billet chaque année. Mais oui, mais parce qu'il ne peut pas rentrer dans le rang. Les mecs, j'aurais fait comme lui, hein, il s'est dit, les mecs. Et si je prenais un billet chaque année, les mecs, avec ces conneries. 14 juillet. Et pas de la même façon, parce qu'il a pris goût au fait d'être encensé, et je comprends très bien que rentrer dans le rang, ça Il a pris le goût l'emmerde. aussi de prendre un gros billet tous les ans. Oui, mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais j'ai trouvé ça détestable, cette espèce de wokisme et le fait de dire il faut politiser et apporter notre culture dans les milieux ruraux. Mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre, honnêtement, dans les milieux ruraux, de la vision de Thomas Joly sur la culture parisienne? Calme-toi quand même, bébé, t'es en train de devenir folle. Donc, non, mais vous elle a raison. Apparemment, elle a donné un billet au chauffeur de salle pour être applaudi. Oui. La question, pardon, mais c'est à quel prix? La cérémonie des JO, elle a coûté 122 millions d'euros. Donc même si ça coûtait 100 fois moins cher, moi, j'ai pas envie que les Français, parce que ce sera évidemment sur France Télévisions, dépensent 1 million d'euros pour se souvenir des JO. Mais ça y est, moi, j'ai l'impression qu'on veut trop tirer sur la gloire qu'on a obtenue grâce à ces JO. La cérémonie là, des athlètes, là, les pauvres, c'était ni fait ni à faire. C'était une kermesse. Non, mais c'était magnifique. Paris était à la capitale du monde pendant un mois avec les Jeux Olympiques et les Paralympiques. Maintenant, stop, c'est bon. Et on a l'impression que c'est une bande de potes, Anne Hidalgo, Thomas Joly, qui veulent se faire kiffer en laissant les anneaux sur la Tour Eiffel, etc. Là, ils veulent faire une cérémonie tous les ans. Ça va être quoi? On va mettre un jour férié chaque année pour les Jeux Olympiques. Cyril, en plus, par rapport à ce que je disais sur le livre, quand on veut assimiler, la question c'est à quoi on assimile. Enfin, je veux dire, un pays, il doit donner à être aimé.
il ne doit pas faire pitié. Et je trouve qu'à travers cette cérémonie, ça aurait été formidable. C'est ce que j'ai voulu dire. Et j'ai pris beaucoup de précautions et de pincettes parce qu'il y avait aussi une athlète sur le plateau et je ne voulais pas heurter. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est beau quand dans un moment on donne à aimer, quand il y a une fierté, quand on rit, quand on se retrouve pour les mêmes gloires et quand on est triste pour les mêmes défaites. Et je trouve qu'à ce moment-là, ça aurait pu être plus rassembleur. Parce qu'on n'arrête pas de parler d'inclusivité, mais je ne l'ai pas trouvée très inclusive, cette cérémonie. Non, mais après, il y avait des beaux tableaux. Mais je suis d'accord avec vous. Pour moi, c'était la cérémonie. C'était une cérémonie, c'était le monde des woke. Désolé, le monde des woke. Le monde des woke. Le monde des woke, je suis désolé. Thomas Guénolé. Ouais, je suis Non, mais tellement c'est pas normal, d'accord. c'était votre monde, Thomas Guénolé. Je suis tellement pas d'accord, oui, Ah oui, effectivement. C'est normal. D'abord, c'est pas une référence à la scène, ça a été expliqué plusieurs fois. Arrêtez de nous prendre C'est pas la scène. Il n'y avait pas de Schtroumpf à la scène. 12 apôtres avec... Voilà, déjà, premier point. les gens J'ai écouté, j'ai rien dit. Je suis d'accord avec rien. J'ai eu les gens de France Télévisions avant la cérémonie. Donc tous mes copains de France Télévisions qui me disent tu vas voir, c'est génial. Et on revisite la scène. Donc ils viennent pas me dire. Tes copains de France 2 si tu veux, mais c'est pas ce qu'a dit Thomas Joly. Mais Thomas Joly, il est obligé de dire. J'entends bien, mais lui, il assume pas Thomas Joly. Il a dit que c'était une référence. Mais Thomas Joly, il assume pas. Alors tout ce que dit Thomas Joly, c'est parole d'évangile. C'est pas. Ce serait la scène, c'est pas grave. Si, c'est grave. Mais la scène, c'est un des tableaux. Non, mais laissez finir Thomas Guénolé. C'est un des tableaux qui a été le plus parodié. Les mecs, les woke là, il y en a beaucoup trop dans cette émission maintenant. Entre Benaïm, Gérard Maillet et Thomas Guénolé, c'est dur. C'est trop. Franchement, Gilles, heureusement que t'es là. Merci, Thomas Guénolé. Oui, moi j'ai adoré cette cérémonie, et je tiens à le dire, et donc ça va équilibrer dans l'autre sens en fait, par rapport à la séquence qu'on a vue. C'est que j'ai trouvé ça qu'il y avait une vraie excellence chorégraphique et de mise en scène. L'idée que la scène soit une sorte de scène mouvante, justement, des différents tableaux. J'ai trouvé ça extraordinaire. On dirait le communiqué de presse de Thomas Joly, là. Non, mais je donne mon avis. J'ai trouvé ça génial. L'idée, en fait, moi, je regarde la scène différemment depuis qu'il y a eu cette cérémonie. Avant, ça ne m'intéressait pas, ce fleuve. Maintenant, je le vois directement. Je le vois différemment. Je le vois comme un lieu d'expression artistique. Moi, j'ai toujours préféré la Garonne. En plus de ça, il y a des références à l'histoire et aux arts et à l'excellence française. En veux-tu, en voilà, absolument partout. La Montgolfière, la comédie musicale Les Misérables, accessoirement, les moments de l'histoire auxquels ça fait référence, Marie-Antoinette, etc. Il n'y a pas tout. Bonaparte, mais justement, c'est ça qui est intéressant. Quel est le plus grand personnage connu dans le monde? Ce que j'y viens justement, c'est qu'ils ont réussi à mélanger deux aspects de la culture à Paris, la culture traditionnelle et la culture queer, car oui, Paris est une des capitales de la culture queer, et ça a été mis en avant, et c'est normal. Si, elle existe, la culture queer, elle existe à Paris. Non, mais il y avait des très belles choses dans la cérémonie. Et elle avait donc sa place à Paris, c'est normal. Mon truc, c'est qu'il y avait des belles choses, mais il y avait 4-5 tableaux qui n'étaient pas nécessaires, qui ont tiré la cérémonie vers le bas. Mais Ayana Kamura avec la garde républicaine, c'est un mélange génial. J'ai pas aimé du tout. J'ai pas aimé du tout. La garde républicaine, j'ai pas envie de les voir. J'ai pas envie de les voir comme ça, la garde républicaine. Je suis désolé. Ils étaient contents. Bah oui, mais du coup, t'as tout un public qui en a rien à cirer de la garde républicaine et qui s'y est intéressé pour la première fois de leur vie. Moi, j'ai pas envie de voir la garde républicaine comme ça. Et le trouble, alors pour moi, c'était le pire. Le trouble, alors là, ça y est, on atteignait des sommets avec. Mais il y en a plein, des pièces de Fédo, des troupes. Non, arrêtez un peu. À l'international, on passe pour qui? Arrêtez de dire des bêtises. Il y a 6 milliards d'habitants qui ont été choqués. Sur le fait qu'il y ait des troupes, les Français ont une certaine réputation en la matière. Je vous renvoie c'est pas vrai. Mais vous croyez que le grand public a envie de voir ça quand vous êtes avec vos enfants? La cérémonie d'ouverture des JO, on la regarde avec ses enfants. Arrêtez, c'est n'importe quoi. Et là, Thomas, vraiment, se prend les pieds dans le tapis, c'est que même les premiers choqués, ça a été les musulmans qui ont même appelé le pape pour s'excuser au nom de tous les croyants du monde. Une belle chose. Ils étaient choqués par ce qu'on avait fait aux catholiques. Merci Sonia. Et ça ne gêne pas ça? Merci. Et alors Sonia. On s'en fout, on est un pays laïque. Qu'est-ce qu'on en a à cirer? COP, Sonia. Le point de vue des musulmans ou des cathos, on s'en fout. On est un pays laïque. On est un pays laïque. On en a rien à cirer. Sonia. Moi, j'aimerais qu'on retrouve ce pourquoi la France a été admirée dans le monde entier. Est-ce que c'est si compliqué, tout simplement? Vous savez, il y a un mot qu'on utilise plus souvent. Il y a deux mots. Le mot la beauté, et là on peut ne pas être d'accord, il y a des choses belles et pas belles, il y a le mot respect. Exactement. On n'est pas obligé de toujours, the respect, d'aller contre les convictions de certains ou de moquer les convictions des autres pour plaire. C'est ça simplement. Est-ce que c'est si compliqué? Pour plaire, c'était pour mélanger toutes les cultures qui existent à Paris, c'est ça qui est intéressant. Sonia, si je peux me permettre, c'était aussi respecter la culture queer. C'était pour plaire, vous savez quoi? C'était juste pour mettre des messages. Ils se sont dit, vous savez quoi, on va faire chier un peu aussi voilà, les anti-woke et les anti-woke. Je vous le dis la vérité, je sais comment ça se passe. Un truc, ils se sont dit, tu sais quoi, on va mettre
2-3 tableaux qui va faire chier un peu. On va essayer un peu d'être subversif. Mais je le sais, les mecs, arrêtez de me prendre pour un abruti. On sait très bien comment ça se passe. Mais d'ailleurs, dans le la décapitation de Marie-Antoinette, vous trouvez ça pas plus intéressant avec du hard rock? Sérieusement. Mais tu rigoles? Je vous pose la question. C'est inadmissible. En termes de démarche artistique, c'est plus intéressant. En termes de démarche artistique, pour les enfants et les familles qui regardent, c'est inadmissible. Dans le doc, le troupe, on a atteint le sommet. Quand ils écoutent du rap avec des femmes genre bonnes et tout, pardon, c'est pas beaucoup mieux pour les enfants. Les woke, alors les woke, ce sera un par personne maintenant. Un par séquence, parce que maintenant il y en a 3 dans l'émission. Gilles, heureusement que vous êtes là. C'est insupportable, mais le bobo de gauche là, non mais c'est bon quoi. Laisse-le, on l'a mis. Tu vas te faire grand remplacer. Thomas vient de lui dire tu vas te faire grand remplacer, c'est très drôle. Je vous ai mis à côté de Benaïm, comme ça vous n'êtes pas des dépaysés. Voilà. Un moment, je vais faire. À ce rythme-là, on va faire tout un côté woke. On va les mettre tous à côté. Oui, dans le documentaire sur le coulisses des JO, on voit Thomas Joly en régie pendant la cérémonie qui lit des tweets contre Aya Nakamura, contre les drag queens, etc. Et qui se réjouit des gens qui sont contre ça. Donc genre, ça y est, on les a bien emmerdés. Donc j'avais raison. Voilà. Mais ça a toujours été comme ça, les innovations artistiques. On est content de se faire huer par une partie du public. Comme l'a dit Sonia, c'était une cérémonie politique. Par exemple, la culture queer, je trouve ça super de la mettre en avant. De faire 45 minutes sur les drag queens, je trouve ça pas représentatif. Et c'était pour faire chier le monde. C'est ça qui m'énerve. Et si demain tout s'inversait, et Sonia qu'on retrouve bien sûr sur Europe 1, sur CNews. Vous êtes excellente, Sonia. Merci. C'est incroyable. Vous cartonnez et vous le méritez. C'est la best. On l'adore. Vous êtes amoureux, vous. J'aime beaucoup. C'est réciproque. Il faut dire que j'ai un coup de cœur permanent. Non, mais c'est vrai. Alors, j'ai quand même une proximité avec Géraldine, avec Valérie, avec Thomas, en fait, avec tout le monde. Vous êtes que des gens de gauche. C'est fou. Mais on peut surprendre parfois. Bien sûr, surprenez. Et si demain tout s'inversait, ça peut s'inverser pour ça aussi. Écoutez, il manquerait plus que vous alliez au mariage de Gilles Verdez. C'est la catastrophe. Merci Sonia Mabrouk d'avoir été avec nous. On vous aime et continuez tout ce que vous faites. On se retrouve dans un instant sur CNews. On est en direct et ça touche pas un mot. Merci d'être là. On va passer aux 5 images du jour, les chéris. Et on va parler de Donald Trump. Donald Trump, en pleine campagne par la présidentielle américaine, qui promet aux Américains de faire baisser les prix des supermarchés s'il est élu. Et regardez, il y a une vidéo de lui qui a fait un énorme buzz. J'adore cette vidéo. C'est incroyable. C'est très drôle. Enfin, c'est un coup de com' exceptionnel de Donald Trump. Il a offert $100 à une mère de famille dans un supermarché. C'est un coup de com' incroyable. Ouais, il est fort. On dira ce qu'on dira. Il est fort. Regardez-le. Here, it's going to go down a little bit. It just went down $100. We'll do that for you from the White House, all right? Thank you. All right, bye. Nice seeing you, everybody. Quel Darka. C'est vachement bien. Je trouve que c'est un super coup de com' et ça montre, mine de rien, la différence de rapport à l'argent qu'on a aux États-Unis et en France. Emmanuel Macron en France ne pourrait jamais faire ça, ou n'importe quel homme politique. S'il donnait 100 €, on dirait que c'est vulgaire, que c'est rabaissant. Il a plein de fric, il lui jette son argent à la gueule comme ça. Là, en vrai, c'est un beau geste qu'il fait. Il donne 100 € à une caissière dans un supermarché. Moi, je trouve ça génial et bravo à lui, franchement. Là où c'est très intelligent, c'est que l'élection se jouera sur le pouvoir d'achat aux États-Unis. Voilà, c'est ça. On croit que c'est la politique internationale. Pas du tout. C'est sur l'argent. Et donc, en disant ça, il dit regardez, c'est trop cher. Il est temps que je vienne à votre secours parce qu'avec Joe Biden, ça a trop augmenté. Et donc voilà, c'est l'enjeu. Alimentation, essence. Il veut faire baisser les prix. Tu arrives à voir l'avis de Thomas, c'est là-dessus. Oui, là-dessus, en fait, moi, quand j'ai su qu'on allait parler de ça et qu'on allait parler de Donald Trump, je me suis dit, il y a une chose qu'on doit vraiment dire aux téléspectateurs français, parce qu'il y a un biais. En fait, la plupart des journalistes qui traitent la présidentielle américaine sont plutôt anti-Trump. Et donc, dès qu'il y a un truc négatif qui arrive à Trump, on va dire, regardez, là, il est en perte de vitesse, il va se ramasser, il a perdu le débat, etc. etc. Sauf que... Et on dit Harris cartonne, c'est un boulevard, et c'est des conneries si on regarde les sondages. Ce que je veux dire par là, c'est que certes, tout le monde pense effectivement dans l'électorat américain que Trump a perdu le débat, mais ça n'a pas fait bouger de manière décisive les résultats. Et surtout, dès que vous voyez un sondage, machin est devant bidule au niveau national, on s'en fout parce que les votes, c'est par État. Et sur les votes par État, qui va jouer. C'est tellement serré qu'en réalité, on ne sait pas qui va gagner. Et donc, moi, j'aimerais bien qu'on arrête de faire toujours la même connerie qui est regardez, machin va gagner et après, c'est l'autre qui gagne. Je suis content. Et c'est fou en France. Alors que je suis à fond, vous vous en doutez, pour Harris, mais je ne voudrais pas qu'on commence à dire... J'aime votre honnêteté. Une fois de plus.
Et en fait, ça joue entre Elon Musk, qui est pro-Trump, et Taylor Swift, qui est pro-Kamala Harris. Alors qu'elle, elle vient d'un pays plutôt qui est républicain, et lui vient plutôt d'une Silicon Valley qui est plutôt démocrate. C'est le monde inversé. Mais Elon Musk qui a viré Thierry Breton de... Oui, il vit en Californie. C'est Elon Musk qui a dû virer Thierry Breton. Bien sûr. On a dit que Thierry Breton avait démissionné, mais il a démissionné pourquoi? Parce que à mon avis, Elon Musk a dû appeler Ursula von der Leyen. C'est qui ce gars là, Breton? Ouais, vas-y, sors le mot. C'est pour ça. Sur les Bretons. C'est pour ça que les sondages. Ici, on est Bretons. Moi, je suis Breton, lui, il est Breton. Lui, il est sorti avec au moins 40 Bretonnes. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est votre mère. Non, mais je parle haut un peu. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a les élections américaines, tous les médias se trompent parce que c'est tous des copains de Thomas, c'est des bobos de gauche qui habitent Vous avez suivi que j'ai dit exactement ou à New York ou à Washington, qui sont tous pro-démocrates et qui pensent qu'ils vivent dans une bulle vivent qu'à New York. Alors qu'en fait, le pays, les vrais États-Unis, le Texas, les autres pays, ils sont à fond Trump. Évidemment. Alors, on va revenir maintenant sur ces images. Jean-Michel Apathy, Sandrine Rousseau, Alice Coffin, des propos polémiques sur Philippines. D'ailleurs, on a des nouvelles informations sur Philippines tout à l'heure. On vous donnera, puisque vous le savez, l'étudiant de Philippines a été assassiné malheureusement samedi. Et l'auteur présumé du meurtre a été arrêté en Suisse mardi. Il s'agit d'un Marocain, Taha O. Il a déjà été condamné pour viol et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Alors c'est une affaire dont tout le monde parle, dont on a parlé largement ici, dont on continuera à parler. Et je voulais qu'on revienne sur des propos polémiques de Jean-Michel Apathy, Sandrine Rousseau et Alice Coffin. Regardez ce qu'a dit Jean-Michel Apathy sur RTL. Il est revenu sur ce drame, il a confié « La xénophobie prend le pas sur la nécessaire lutte contre le viol ». Regardez ce qu'il dit. Je suis très frappé qu'on parle d'abord et presque exclusivement de l'étranger et pas du viol. Ce jeune homme qui arrive, il est mineur sur le territoire français. Il ne vole pas, il viole. Pendant sa détention, puis dans le centre de rétention administrative, il a été parfaitement calme. Mais dès qu'il ressort, il viole. Ça dit quand même quelque chose de la société, de l'absence de regard critique et de jugement adapté sur le phénomène même du viol. Alors, tout cela, la xénophobie prend le pas sur la nécessaire lutte contre le viol dans cette histoire. Donc s'il a violé, c'est à cause de la société, c'est à cause de nous. C'est ça, exactement. Voilà, c'est ce genre de discours. C'est ce genre de discours. Camus disait mal nommer les choses, c'est rajouter au malheur du monde, et c'est ce qu'il fait. Et moi, ce qui m'a surtout choqué, c'est le manque de compassion pour Philippines. Il en parle, il donne des chiffres sur ses statistiques, mais pas une seule fois. On a l'impression qu'il est triste pour la famille, pour Philippines. Il a l'impression qu'il s'en fout. Il fait une théorie comme ça, comme ses tweets. Mais je trouve, excusez-moi, Thomas Guénolé, je trouve que souvent, ces personnes, comme Jean-Michel Apathy, comme Sandrine Rousseau, etc., je trouve qu'ils n'ont pas d'humanité. Je trouve sans humanité. Et je suis d'accord, c'est bizarre de relever ça. Moi, je veux dire, ici, on pense qu'il y a une seule chose, on pense aux parents de Philippines et on se met à leur place. Eux, on a l'impression que c'est des chiffres. Et puis, ce qu'il dit, excusez-moi, Thomas Guénolé, je crois que vous êtes d'accord avec lui. Pas exactement, mais en partie. Voilà, bah oui. En partie. En fait, non, mais c'est tout le monde woke, ça. Non, c'est pas ça. C'est que d'abord, il y a un truc sur lequel je suis mal à l'aise. C'est quand je vois énormément de gens verser des larmes de crocodile sur un drame humain de telle ou telle personne qui meurt et qui en font vraiment des caisses sur le fait que c'est terrible, etc. Et qui n'iront en réalité jamais se recueillir sur la tombe de cette personne et qui, 2 semaines après, parleront d'autre chose et n'y penseront plus jamais. Je trouve que l'émotion, quand elle est à ce point passagère et surtout quand elle est relayée par tout un certain nombre de milieux bien situés. Si vous voulez dire, non mais l'émotion, elle n'est pas. Moi, je peux te dire. Il y en a qui la feignent, c'est ça que je dis. Il y en a qui la feignent. Mais qui, c'est un procès d'intention? Qui, en fait? Qui la feint? Il y a toute une partie des relais d'extrême droite dans ce pays qui ne s'intéressent au viol, oui, tout à fait, qui ne s'intéressent, je termine, qui ne s'intéressent au meurtre et au viol que quand ce sont des étrangers. Alors vous dites des bêtises. Parce que pendant ce temps-là, on a 50 violeurs made in France, et ça, par contre... L'affaire Mazan, tout le monde s'en est bête. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que ça va être moins traité par les milieux d'extrême droite. C'est ça que je dis. Jordan Bardella, que ce soit Jordan Bardella, croyez-moi, quand il voit ça, je suis persuadé que ça le mine. C'est con, il l'a pas dit. Par contre, on l'a entendu déjà sur Philippines. Ah non, mais oui, c'est normal. Vous voyez bien. Et donc, il n'y a pas de raison là-dessus. Vous savez pourquoi aussi, Thomas Guénolé? C'est là que vous êtes hors sol totalement. Excusez-moi, et je vous aime beaucoup en plus, et je le redis. Non, mais oui, vous êtes hors sol totalement. Pourquoi Philippines, ça nous énerve?
ça nous émeut, ça nous attriste. Parce que ça aurait pu être évité. Ça aurait pu être plus qu'évité. Et ça, c'est extrêmement grave. Sur l'OQTF? Mais bien sûr que ça aurait pu être évité. Il n'a rien à faire ici, l'OQTF. C'est l'OQTF qui est un système débile en soi. Donc arrêtez de vous focaliser là-dessus. C'est un truc qui ne devrait pas exister comme ça. Ce truc est débile, c'est pas ça. Ce Marocain qui est... Mais il aurait été toujours en tôle, ce Marocain récidiviste n'avait rien à faire en France. C'est pas en tant qu'étranger que le sujet se pose. C'est en tant que violeur, il n'aurait pas dû sortir. Et c'est là-dessus qu'appartient la raison. On se fout de ça. Mais justement, il n'aurait pas dû bénéficier de réduction de peine. C'est pas normal. C'est ça. C'est là que je suis pas d'accord. Il aurait violé après, il est sorti après. Ça aurait été quelqu'un d'autre. Il aurait sorti des bêtises. Dès qu'il sort de prison, on doit le ramener dans son pays. Merci, au revoir. Ah oui, c'est comme ça. Quelle que soit sa Il n'a rien à faire ici. Arrêtez de voir le racisme de la xénophobie. Mais c'est pas ça que j'ai dit. Je dis que par rapport à l'OQTF, le système est débile parce que ça consiste à demander à quelqu'un de rentrer chez lui. Et après, vous vous étonnez qu'il ne le fasse pas. Ce système est débile. Il n'y a pas de système qui est débile. Il faut organiser des charters comme faisait Nicolas Sarkozy. Il faut les suivre à l'extérieur. Il faut organiser des charters. Je suis désolé. Les gars, des charters et puis terminé. Et je vais vous dire, et un sans-papier aussi. Bon, là, c'est autre chose, parce que je reprends encore sur Lucie Castet, qui a dit qu'il faut régulariser tous les sans-papiers. Un sans-papier, une faute, une erreur aussi, c'est terminé, merci. Il n'aura plus aucune chance d'avoir ses papiers et malheureusement, il quitte le territoire. Je vous le dis, aujourd'hui, on est obligé de prendre des solutions drastiques. Thomas, pourquoi vous êtes obsédé par le RN? Pourquoi vous n'avez que ce mot? Parce que l'extrême droite a une probabilité très élevée d'arriver au pouvoir et que Thomas Guénolé, la LFI aussi. Si vous vous en foutez que les néofascistes soient pas grand-chose du pouvoir, vous avez le droit. Vous avez aussi le droit d'être pour, puisque c'est légal, hélas. Je vous rappelle quand même, Thomas, que si le RN vient au pouvoir, c'est parce que le peuple l'a voulu. Au cas où vous l'ignoriez. Ils n'ont pas pris le pouvoir, ils n'ont pas assailli la Bastille. Vous soulevez une question que je traite dans le bouquin dont vous avez eu la gentillesse de faire la promo. Il n'est pas plus tard qu'hier. C'est la question: est-ce qu'il est légitime d'entrer en résistance contre un gouvernement d'extrême droite alors qu'il aurait gagné les élections? Et ma réponse est oui. Parce qu'au-dessus du vote des gens, il y a les principes républicains. Thomas Guénolé, qu'est-ce qu'on fait contre Thomas Guénolé, moi je vais vous dire, aujourd'hui, les Français ils veulent des solutions, que ce soit au Rassemblement National, LFI ou ailleurs. Ils veulent des solutions parce qu'ils en ont marre de voir des affaires comme celle de Philippines. On n'en peut plus de ça. Donc on se dit, ou bien ils se bougent le cul, ou bien ça va pas aller. Toi t'es facho, toi t'es xénophobe. Bien sûr. Et je vais vous dire, et Thomas, je vous aime beaucoup, mais vous êtes, pour moi, vous êtes un ralentisseur, vous êtes ce qu'on appelle un dodan de la société. Non, mais vraiment, un ralentisseur. Si je suis un dodan sur la montée de l'extrême droite, c'est un honneur. Oui, vous êtes un dodan de la société, vraiment. Si c'est un dodan de la montée du RN, c'est un honneur. Vous êtes un dodan sur l'autoroute, ça veut dire que c'est une catastrophe. Ça veut dire vraiment, c'est catastrophe. Pour la bagnole fasciste, j'espère. Par ailleurs, vous... Non, attends, Guillaume. Moi, je suis choqué par ce que tu as dit sur l'émotion. Notre émotion, elle est sincère. J'ai pas parlé de la tienne. Non, il n'a pas parlé de la tienne. Non, mais attends, l'émotion, je pense, de tous ceux qui s'émeuvent est sincère. Ils sont émus pour Philippine, pour sa famille. Ils sont aussi émus égoïstement parce qu'ils ont peur que ça leur arrive à eux, à leurs filles, à leurs femmes, à leurs enfants. J'ai pas dit ça pour toi, j'ai dit ça pour certains relais d'extrême droite. La preuve, ils sont à géométrie variable. C'est pour ça que c'est pas sincère. Donc si tous ceux qui sont émus sont à géométrie plus que variable. Donc si tous ceux qui sont émus feignent leur émotion, ça veut dire que toi tu n'es pas ému, tu t'en fous? Ça te fait rien de voir cette affaire? En fait, moi, je voulais pas en parler, mais je suis dans le spectre de l'autisme, donc je réagis pas comme vous. Je suis désolé. Ah oui, mais c'est comme ça. Vous avez vu, est-ce qu'on a l'image? Tiens, justement. C'est médical. Ou d'autres gens, sans parler de toi. On va en parler tout à l'heure. Vous avez vu ces militants d'extrême gauche qui ont arraché les affiches de Philippines, d'affiches de Philippines. Non mais ça c'est inadmissible. Ouais. Je vais vous montrer ça dans un instant. Je voudrais faire réagir Thomas Guénolé. Il va nous dire si c'est à géométrie variable aussi. Et je vais vous dire, ceux qui sont à géométrie variable pour moi, dans leur émotion, c'est surtout la LFI. Excusez-moi. Hein. Alors ça c'est vraiment alors eux et ils ne s'en cachent pas. Je peux dire un mot là-dessus parce que je voudrais faire une mise au point parce que comme on est très regardé, je vais en profiter. J'ai été avec Mélenchon et LFI dans ma vie pendant très exactement 1 an et demi. Ah oui. On s'est séparés, fâchés. Maintenant, on n'est plus en conflit. Fâchiste, pas fâché. On n'est plus en conflit, mais ça fait... Et c'était il y a 5 ans. Et donc, quand on me ramène à chaque fois à t'as bossé avec LFI, en fait, je me sens comme un mec qui est sorti avec une fille pendant 1 an et demi, il y a 5 ans, et on lui parle tout le temps de son ex. C'est un peu gonflant, mettez-moi à ma place. Mettez-vous à ma place là-dessus. Voilà. C'est un caillou dans la chaussure. C'est bien. Non, c'est pas ça. C'est juste que moi, la page est tournée, mais le reste du monde ne la tourne pas. Je demande qu'on me laisse être gentiment de gauche. Alors, eh bien, je suis d'accord. Voilà. Franchement, c'est bien de le préciser. Ouais. Mais je n'ai pas de conflit avec eux, je m'empresse de le préciser. Voilà. Ah, ben vous devriez. Attention. Vous devriez. Des pompiers pris à partie alors qu'ils tentaient de sécuriser un passage dangereux. C'est à Corbeil-Essonnes, 2 individus s'en sont pris à des pompiers qui étaient en train de sécuriser un passage. Les riverains risquaient de s'électrocuter. Regardez.
On peut pas passer, on est bloqué. Non, Ça sert à rien de le toucher. Voilà, vous avez vu. Non, mais ça sert à rien. T'as vu, les gens ils veulent passer. Ils vont parler de câble électrique. C'est ma vie ou c'est la vôtre? Laissez-moi passer, j'ai rendez-vous. Vous êtes même pas décondé. Vous me dites pourquoi je fais ça, de quoi? C'est ça, on est les pompiers, on est là. Mais est-ce que. Le problème, c'est pas ça. J'ai le droit de filmer si je veux déjà. Voilà, j'ai le droit. Le Coran, j'ai le droit. Je m'en bats les du fil électrique, ma gueule. Moi, je vais avancer, poteau. Voilà, gros. Wesh, moi, j'ai rendez-vous, mais on fait comment? Oui, mais nous, on a fait comment? Mais je m'en bats les du périmètre. Moi, j'ai rendez-vous là. Voilà. Respecte plus rien. Voilà, Thomas Guénolé, excusez-moi. Ouais, voilà, sur voilà. quoi? C'est-à-dire, voilà, c'est la faute de la société, ça, voilà. Non, mais pourquoi Thomas? Je comprends pas. Non, mais Gilles. C'est inadmissible. Voilà. Non, mais ça, c'est inadmissible. Ah oui, inadmissible. Les pompiers, ils nous protègent. Ah oui. On fait appel à eux dès qu'on a une galère. Ils sont là. Ils sont professionnels ou bénévoles. Mais ils sont Cyril, j'en ai parlé juste et là- hier de ça. Et le là, fait qu'il y a un énorme problème d'injures et d'insultes dans ce pays. On n'en a pas parlé hier? Oui, mais Thomas Guénolé. ça, c'est inadmissible. Thomas Guénolé, c'est inadmissible. Arrêtez, c'est insupportable. J'ai pas dit que j'étais pour les insultes, j'ai dit que le problème était élevé, je l'ai dit hier. Est-ce que si on condamne, on est raciste ou xénophobe ou pas? C'est absolument pas le sujet, non, Non, effectivement. mais juste, je voulais Mais savoir. bien sûr. Parce que comme à chaque fois. Mais pourquoi? Parce que hier, vous avez dit qu'on était. Voilà. J'ai pas dit ça, non, Bah, c'est vous pas avez vrai. quand même- Non, mais si vous avez cette impression, c'est un malentendu, moi, c'est pas ça que j'ai dit. Gilles Vernet. Faut pas toucher aux pompiers, quoi. Enfin, Il faut toucher à c'est personne, vraiment hein. dégueulasse. Personne. Non, Ça mais je veux dépend dire, qui, ça les dépend pompiers, pourquoi c'est faire. sacré. Les pompiers, c'est sacré, voilà. Mais Il faut les le policiers dire. aussi. Hein, Pardon les policiers aussi. Mais oui, mais là, c'est les policiers, ok, les policiers, tout le monde. Mais là, Ouais. franchement, ça me Les révulse. policiers, Le c'est gars- sacré aussi, oui. Mais oui, Ça mais dépend bien du policier, sûr. non, c'est Mais pas là, vrai. c'est des pompiers. Ah non, bah Voilà. non, je suis Et pas bien d'accord sûr. avec Il y a des violences non, policières, non, ça non, dépend non, des non, policiers. non, Il dit ça dépend des policiers. Ça dépend moi, des je suis pas policiers, d'accord. oui. Il y a eu des affaires de violences Valérie, policières, Non, je suis pas pardon. d'accord. c'est Moi, des violences. Ça dépend Ça dépend des policiers, ça dépend des Thomas pompiers. Guénolé. Si tu Oui, commences ça à crée, avoir après. ce discours en disant ça dépend des policiers, ça veut dire que tu donnes un blanc-seing Non, ça veut aux pas gens dire dans ça. la rue pour pouvoir dire Exactement. lui oui, lui non. Ouais, Lui, c'est pas ce que je dis. je peux pas le respecter. Un policier, tu le Ça se respectes. Je Et peux pas être normalement, dans si tu l'admiration le des respectes, policiers de manière générale alors qu'il y a un C'est une problème de violence institution, là, policière on aussi fort. Je peux pas. Alors, je vais vous Il y a dire. pas un problème de violence on doit Et il n'y a pas de problème de violence policière pour le coup. On doit être d'abord dans l'admiration des policiers, on doit être dans l'admiration non, des pas pompiers, nécessairement. on doit être dans l'admiration Pas une des chose. enseignants, Bah, on doit être dans l'admiration des infirmiers, on doit être dans l'admiration voilà, des professeurs, Ça veut on pas doit dire être dans qu'il y a pas l'admiration de des tout ça. brebis galeuses. Mais Thomas c'est pour Guénolé, ça. juste Valérie, juste. Tous les corps Mais intermédiaires. Thomas Guénolé, et puis après, qu'il y ait, je veux dire, après, c'est une question de société. Il y a des cons partout. Il y a des mecs qui font moins bien leur travail partout. Mais à la base, on doit être dans l'admiration policiers, pompiers, voilà, je vous dis, instituteurs, aides-soignants, agriculteurs. Je suis désolé, voilà. Voilà, et donc gendarmes, et donc voilà, donc militaires. Je suis désolé. Donc Thomas Guénolé, on ne pouvait pas dire pas tous. On est dans l'admiration pour moi. Hein. Et après, Oui, bien pour sûr, vous, il y en a qui font moins bien leur travail que d'autres. Et il y a des brebis galeuses partout. Il y a des C'est pas animateurs. juste qu'ils font moins bien leur boulot. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de violence pompière. Donc j'ai aucun problème à admirer les pompiers. Mais il y a des violences policières, ça existe dans ce pays. Mais les pompiers, ils sont pas là pour rétablir l'ordre. Parfois, il y a des Mais c'est pour ça que je dis que c'est plus facile d'avoir une admiration sans réserve pour les pompiers. Thomas Guénolé, vous imaginez, est-ce que vous savez ce que vivent les policiers au quotidien, pour dire ça? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vivent les policiers au quotidien? Quand on voit, là, ce gars-là qui vient casser la tête aux pompiers, vous croyez quoi? C'est la même chose avec la police. Forcément, ils sont obligés de l'interpeller. Et ça, c'est des trucs qui leur arrivent toutes les minutes, toutes les 10 minutes. Là-dessus, je peux vous répondre là-dessus sur les problèmes des policiers. C'est vrai là-dessus, par contre, que les policiers, pour le coup, de manière générale, les policiers de terrain, ils ont un certain nombre de problèmes dont on parle très très peu. Ils ont des gros problèmes de dépression. Ils ont des gros problèmes de suicide, ils ont des gros problèmes de manque de formation. La plupart des policiers ne savent pas tirer en vrai, hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant, parce qu'ils ne font pas leur nombre normal d'entraînement. La plupart des policiers ne savent pas tirer. Mais tu sous-entends que c'est systémique. Je suis en train de dire qu'il y a trop. C'est pas la même chose. Je suis en train de dire que j'ai trop de violences policières constatées pour pouvoir admirer en bloc les policiers de manière générale, mais ça ne m'empêche pas de voir qu'il y a énormément de policiers qui sont en souffrance, et je suis tout à fait prêt à dire, parce que c'est vrai, qu'il y a plus de policiers en souffrance qu'il n'y a de policiers violents. Vous n'êtes jamais allé à une manifestation, Thomas. Hein. Voilà. Vous n'êtes jamais allé à une manifestation parce que les violences contre les policiers, je peux vous dire que c'est à toutes les minutes. J'ai vu les deux et j'ai vécu une partie. Ah oui. Alors, justement, Raymond. Non, moi je peux pas supporter quelqu'un qui ne respecte pas ni les pompiers, ni la police, ni les infirmières, ni les services qu'on lui apporte quand il est dans ce pays. Quand on voyage dans les autres pays, moi j'ai pas beaucoup voyagé, j'ai fait quelques pays. On se tient à carreau quand la police, on se chie tous dessus quand on est dans un autre pays.
peut-être vous le premier, peut-être même les gens qui disent ouais, la police, on n'en veut pas, on emmerde la police. C'est ce que je dis. Quand vous êtes dans les autres pays, tout le monde se tient tranquille. Je prends l'exemple des pompiers là. Et il y a des violences policières partout. S'ils les laissent passer les pompiers, que les deux ils s'électrocutent, je suis persuadé qu'ils portent plainte contre les pompiers. La famille et tout le monde porte plainte. Mais pourquoi vous les avez laissés passer? Ils sont morts. Ils jouent les bonhommes. On leur dit qu'il y a un câble électrique. On essaye de sauver votre vie, de protéger votre vie. Et moi, ce qui me dégoûte, c'est que si les pompiers les laissent passer, parce que moi, si je suis pompier là, j'ai envie de lui dire, le mec là qui est en train de parler, ouais, laisse-moi passer, j'ai un rendez-vous. C'est quoi ton rendez-vous? Il est important plus que ta vie. Allez, vas-y, passe, va te faire électrocuter. Sauf que c'est moi qui vais à l'entôle. Et vous le savez très bien. Et les policiers, c'est pareil. Il y a une vidéo qui tourne en ce moment à Maison Lafitte où un mec qui met de la musique dans la rue, il est en train de mettre à l'amende les policiers, mais d'une force. La vidéo, elle circule sur Twitter. Il lui dit, j'éteindrai pas ma musique, je fais ce que je veux, j'ai le droit. Nanani. Moi, si j'étais policier, je lui mets une baffe, je l'emmène tout de suite au commissariat. Mais je suis pas policier. Et c'est pour ça que je dois pas être policier. Mais on le sait que vous êtes payé. Dans les autres pays, on marche à carreau. Dans les autres pays, on marche à carreau. Je vais te dire ce qui va se passer. Parce que le policier, il fait ça. Il est destitué de ses fonctions. Lui, il fait ça, il va rester 2 heures comme il a, si le mec porte plainte, et derrière, il n'en entendra plus parler. Mais c'est normal parce qu'il y en a un des deux qui est policier. C'est totalement normal. Ça. Mais le policier, il est là pour faire respecter la loi. Oui, j'entends bien. Mais ce que je veux dire, c'est que quand le policier met une claque, ça n'est pas la même chose que quand toi tu mets une claque. Parce que quand le policier met une claque, c'est la République qui met une claque. Il incarne l'État, le mec. C'est pas la même chose. Quand tu te prends une violence policière injustifiée, c'est la République qui te met une claque. Laissez-moi parler un petit peu parce que c'est insupportable ce que vous dites. C'est insupportable ce qu'il dit. Ah, on a pire que Gilles Verdez. Ah oui, vraiment là, c'est pire que Gilles Verdez. On est pris en étau là. Écoutez-moi bien. Moi, un mec qui insulte un policier, le policier lui met une tarte dans la gueule. Je dis bravo. Je vous le dis. Ah bah oui, je vous le dis. Je dis bravo et je dis 2 fois bravo. On n'a pas insulté les policiers. Peut-être pas. Moi, j'ai pris l'exemple de la claque, mais tu ne le feras pas dans un autre pays. Bah oui. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Ici en France. Non, mais attendez, Thomas Guénolé, vous, un mec qui fait le malin et qui insulte des policiers et fils de trucs, et il lui met une claque, vous dites quoi? Vous dites que c'est violence policière? Je dis que c'est un délit en fait. Bah voilà les mecs, voilà la France de Thomas Guénolé. Voilà la France de Thomas Guénolé. Mais je peux finir juste là-dessus. Mais insulter un policier qui est un représentant de l'État et une force de l'ordre. Alors on fait quoi? Il se trouve que c'est un délit. On fait quoi alors? Bah, il faut appliquer la loi. C'est un délit. Il doit être sanctionné. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. Vous comprenez? Je suis en train de vous dire. La loi, c'est quoi? Je suis juste en train. Alors, la sanction précise, je ne sais pas si c'est une amende ou si c'est une loi. Je vais vous dire ce que c'est. Je ne veux pas vous dire une bêtise. Mais là, il y a des gens qui nous regardent sur les réseaux sociaux. Il y a des avocats qui vont vous le dire. Devant moi, j'ai des potes qui l'ont fait devant moi. Vous savez ce que c'est la loi? T'insultes un policier. Ouais, il y a outrage. On fait une palpation. Devant moi, le mec l'a fait. Arrête de me tripoter, trouve-toi une meuf, espèce de baltringue. Devant moi, le gars, il l'a fait. Il a été en garde à vue, d'accord? Outrage à un policier. Bah oui. Ça fait trop de paperasse, trop de conneries. Il est ressorti avec un rappel à la loi. Voilà. C'est là que ça va pas. Bien sûr. Il ne faut pas pouvoir ressortir avec des rappels à la loi. Là, tu as cité le problème qui était un problème de paperasse. Moi, je suis d'accord sur le fait qu'il y a trop de paperasse. Mais il faut leur donner les moyens, il faut les aider. Bien sûr. Mais ça, c'est toute l'administration, police ou pas, où il y a trop de paperasse. Tout le monde est d'accord là-dessus. Les chéris, il est 20h07. J'aimerais qu'on passe à l'image numéro 2. Ça concerne Guillaume. Hier, parce que ça a été énormément repris. Regardez, vous avez dit à propos des sans-papiers, pas des OQTF, des sans-papiers. Ils volent, ils tuent, je crois. Vous avez dit. Oui. Pas comme ça. Ouais, voilà, pas comme ça, bien entendu, mais ça a été repris. On va revenir dessus pour que vous exprimiez, parce que Gilles Verdez, ça va, c'est pas la peine de faire comme ça. Regardez. Par définition, si vous avez une famille de sans-papiers en France, il y a au moins une personne qui bosse pour nourrir tous les autres. Et donc, il y a toujours quelqu'un qui bosse dans une famille de sans-papiers. C'est pas possible autrement, sinon vous crevez de faim. Premier point. Deuxième. Ils volent ou ils tuent. Non, mais c'est trop, je t'ai dit tout à l'heure, c'est trop marginal par rapport au total pour que tu dises qu'il y a un lien entre être sans-papier et être délinquant. C'est pas vrai. Alors Guillaume, ça a été, il y a beaucoup de gens. Cette phrase a été sortie de son contexte. On parlait de l'affaire Philippines, où en l'occurrence c'était un OQTF et un sans-papier. Je ne dis pas que tous les sans-papiers, tous les OQTF violent et tuent. D'ailleurs, on en avait reçu qui était très sympathique ici. Je trouve que dire à l'inverse que tous les sans-papiers travaillent, payent des impôts et notamment les OQTF, ce n'est pas vrai non plus. Et rappelons tout de même ce que signifie OQTF, obligation de quitter le territoire français, soit parce que vous n'avez pas le droit d'être là tout simplement, soit parce que vous représentez une menace pour l'ordre public. Exactement. Donc dire que les OQTF et les sans-papiers sont des enfants de cœur, n'ont rien à faire ici. Non. Et oui, il y en a qui volent, oui, il y en a qui tuent. Je ne dis pas que tous les sans-papiers... on les appelle pas autrement. Ils n'ont rien à faire ici. Non, mais vraiment, il n'y a pas qu'on les appelle autrement. Ils n'ont rien à faire ici. De quitter. Si c'est obligation de quitter, tu quittes. Non, mais on les appelle pas autrement. C'est obligation de quitter le territoire, tu quittes le territoire.
C'est des charters, excusez-moi. Je Voilà. suis désolé. Bah oui, je suis désolé. Oui, ça va pas plaire à Gilles Verdez. Mais Ça marche pas surtout. Mais arrêtez, Gilles Mais Verdez, des charters pour où, avec vous, pourquoi, rien ne avec marche. qui Quand Vous êtes on a un le pays gugus. d'origine. Mais c'est vrai, vous êtes un gugus. Vous n'avez solution à rien. Vous n'avez solution à rien, Gilles Verdez. Ceci dit, hier, il vous a posé la même question. Pardon, hein, Cyril. Hier, vous lui avez pas répondu quand il vous a objecté ça. Non, non, c'est une question précise. C'est bien ça. C'est une fois que vous avez envoyé l'avion, il n'y a pas de problème. Vous le faites atterrir où? Quand on connaît la nationalité du gars. Il n'arrête pas de le dire, Cyril. Ça fait 15 fois On a que des je lui leviers réponds. qu'on peut activer. Vous croyez quoi si on appelle, si le président, Mohamed VI, il est extrêmement intelligent, voilà, dans le cas de ce Marocain. Vous croyez quoi, Mohamed VI, vous croyez que c'est un mec qui est très intelligent. Vous croyez que si le président français, Emmanuel Macron, lui dit, écoute-moi bien, toutes les semaines, je vais t'envoyer 50 au QTF, parce qu'ils ont rien à foutre De la ici. nationalité. Sinon, je vais te dire, une relation, je pense que elles vont se tendre, ou bien qu'il appelle le président algérien, ou qu'il appelle le président, je sais pas moi, voilà, de n'importe quel pays, voilà, norvégien ou n'importe quoi. Mais vous savez pourquoi il ne le fait pas? Mais pourquoi, Vous savez pourquoi il le fait on le pas. sait pourquoi il le fait pas, Thomas Guénolé, parce que on a parlé hier, parce qu'il a des accords sur d'autres trucs. Mais écoutez-moi bien, un moment. Parce que c'est des deals entre États qui s'en foutent. Oui, mais un moment, Thomas Guénolé, c'est là que vous êtes hors sol, Thomas Guénolé. Et moi, si je suis président de la République, et je le saurai jamais, je vous le dis, je suis là pourquoi? J'écoute les Français. Les Français, ils disent quoi? Je l'ai déjà dit hier. Ils disent on veut deux choses, nous, Monsieur le Président. S'il vous plaît. Donnez-nous du pouvoir d'achat pour qu'on ne soit pas dans la merde le 10 du mois. Du travail. Et donnez-nous de la sécurité. Et de Je dis, l'éducation. écoutez-moi bien, les gars. On va trouver des accords. Voilà, l'Algérie, ça se passe pas bien avec eux. Et c'est eux qui nous fournissent le gaz. Eh ben, les mecs, j'ai une équipe. Vous trouvez, vous en avez rien à foutre. Vous essayez de me trouver des meilleurs deals sur le gaz. Et on va mettre un coup de pression à l'Algérie pour qu'ils reprennent leurs gars qui sont les OQTF. Tous leurs OQTF. Voilà. Après, on va faire pays par pays. Mais vous croyez quoi? Mais c'est du boulot, Thomas Guénolé. Vous croyez quoi? Vous croyez qu'à un moment, si vous tapez pas du poing sur la table, à un moment, il faut voir les priorités. À un moment, vous dites, c'est quoi la priorité? Moi, les Français, ils m'ont élu parce que j'ai dit qu'il y allait avoir plus de sécurité. Vous croyez quoi? Aujourd'hui, les Français, ils en ont marre d'entendre des affaires comme celle de Bien Philippe. sûr. Combien de drames de gendarmes Lola, Comines. de Théo, Dupont de Biracaille. Combien de drames Comines, il va parce falloir que Comines, c'est aussi un truc, c'est que le mec, il était multirécidiviste et il lui avait renouvelé son titre de séjour à chaque fois. Un mec qui est multirécidiviste, on lui met son titre de séjour à chaque fois, on lui prolonge. Écoutez-moi bien, un moment, les mecs. Non mais sans rigoler, à un moment il faut se dire quelque chose. Il faut se donner des priorités. Aujourd'hui en France, on n'est pas capable, on n'a pas les moyens aujourd'hui de courir plusieurs lièvres à la fois. Mais faisons ce qu'on est capable de faire et mettons le paquet sur les deux priorités des Français. Mais oui, je suis ce qui est fou, désolé. c'est que sur ce verdict. Non mais c'est bon là. Vous savez que Thomas, je pense que Thomas, vous n'êtes même pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que pour vous, la sécurité, c'est un problème marginal. C'est un problème vraiment, c'est à la marge. C'est pas une vraie préoccupation. On en a parlé hier, je pense qu'il y a un biais de surmédiatisation des faits divers. Ces gens-là que j'aime beaucoup, ces gens-là, et je les envie. Vous êtes dans un monde Sachez-le, je le dis aux téléspectateurs. Ces gens-là, je les envie. Parce qu'ils sont dans leur petit monde au Café de Flore, avec leur pipe et leur livre. Non, mais c'est ça, non, mais c'est vrai. Et ils refont le monde, oui, t'as vu. Non, le Café de Flore, c'est nul, faut pas y aller. Au Café de Flore, moi j'aime bien le Café de Flore. Moi j'aime pas. Thomas, c'est qui du coup Thomas, est-ce que tu reconnais qu'il y a un lien entre OQTF, personnes sans papier, et délinquance et criminalité? Bien sûr que oui. Est-ce que tu le reconnais? Non, il va dire que c'est à la marge. Non pas en raison de leurs origines, mais en raison de leur situation précaire qui les pousse à faire n'importe quoi. Un Donc, t'es point dans le déni. commun n'est pas une relation Il est dans le déni. c'est vraiment de la pure logique. C'est-à-dire que les mecs, de manière écrasante, mais il n'y a pas de doute là-dessus, de manière écrasante, les délinquants, les criminels, mais genre c'est plus de 90% de mémoire, ce sont des mecs. Donc tu vas m'expliquer quoi? Qu'il faut une castration générale dans tout le pays et que ça va baisser la délinquance? C'est le même raisonnement. Pas du tout. C'est le même raisonnement. Le fond du truc, c'est... Je te le refais si tu veux. Quasiment tous les délinquants et les criminels sont des mecs, donc vous allez m'expliquer que si on castre toute la population masculine, il n'y aura plus de délinquance. Ça n'a rien à voir avec ce que vous racontez. Non, mais c'est le symbole. À partir du moment où ils sont là, ils n'ont pas à être là. Et ben même s'ils sont responsables de 5... C'est pas le même sujet, d'accord. Là, c'est pas le même sujet. Et si tu me dis il faut virer les OQTF parce que c'est des violeurs, là, je peux pas te suivre. Non, mais il faut virer les OQTF parce que c'est marqué dessus. C'est pas Voilà, je vous le dis. J'ai répondu là-dessus. Le système de l'OQTF de base est débile. Le QTF, obligation de quitter le territoire. Il veut donner des papiers, de toute façon, tout le monde. Le problème, c'est qu'il fait ça par idéologie. Tu penses prendre la défense de gens en raison de leurs origines ou de leur ethnie, etc. Mais ça n'a rien à voir. Mais tout le monde a une idéologie, c'est pas Un Français pourrait être OQTF. Tout le monde a une idéologie, c'est pas grave. Vous savez quoi? Tous vos amis, là, vos amis,
vos amis. Les wokistes. Ouais, les wokistes, là. Ils osent même pas dire que c'est un OQTF. Vous l'avez vu ou pas? Bah, moi, je vous le dis, c'est un OQTF. Il y a certains journaux qui ne mettent pas c'est un OQTF. Le meurtrier présumé de Philippines, ils ne mettent pas que c'est un OQTF. Pourquoi ils ne mettent pas que c'est un OQTF? Parce que c'est eux qui politisent, en fait, ce drame. C'est eux qui politisent ce drame parce qu'ils disent, en mettant que c'est un OQTF, ça va jouer contre nous et ça va jouer pour le Rassemblement national. Donc ça, c'est une extrême hypocrisie. Et je vais vous dire, et la politisation, justement, de ce drame, elle est plus de votre côté politise ce drame, et c'est ça qui me choque un peu, moi. Ah oui, mais je vous dis, elle est plus de ce côté que de l'autre côté. Toute la classe politique politise ce truc, et je trouve ça indécent. Toute la classe politique, et je trouve ça sale, effectivement. Mais on devrait faire un grand Grenelle des OQTF pour trouver des solutions tous ensemble. Géraldine Maillet, c'est ce que je viens de dire. En disant que ne pas dire OQTF, c'est politique, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'en fait, ils ne veulent pas le dire parce qu'ils savent que ça ne va pas jouer pour eux et que ça va jouer pour le Rassemblement national. Mais ça marche dans l'autre sens, du coup, par rapport à ce que vous venez de dire. Bien sûr que ça marche dans l'autre sens. Que du côté de l'extrême droite, ils sont à fond sur le fait que ce soit un OQTF parce qu'ils en profitent pour aller sur la xénophobie. C'est ce que vous venez de dire. Je vais vous dire pourquoi tout le monde est sur l'OQTF et c'est là où vous comprenez rien. Thomas, excusez-moi. C'est que un OQTF n'a rien à faire sur le territoire, donc ça aurait pu être évité, tout simplement. C'est tout le monde. Voilà, on va se retrouver dans un instant, il y a Division qui arrive, puis vous vouliez réagir là-dessus. Et puis alors là, on va voir aussi le génie Antoine Léaumont. Oh là là. Tiens, les amis de Gilles Verdez, non mais incroyable, qui accuse Julien Audoul d'arborer une veste à l'honneur d'Hitler. C'est parce qu'il a une veste AHHH, qui est une veste magnifique, en plus c'est une marque. C'est comme si moi, il allait m'accuser d'avoir tué un crocodile parce que j'avais un truc ici. La contrebande. Non, mais lui, c'est un génie. Alors, là, quand on a un génie comme ça, les mecs, c'est vraiment... Alors là, franchement, je vais tomber pour contrebande. Il est 20h21, merci d'être avec nous, merci d'être aussi nombreux à nous regarder. Juste après un inédit d'Avec la vérité qui compte, bien entendu, sur C8. Mais pour le moment, j'aimerais revenir sur ça. Le député LFI, Antoine Léaumont, un génie des Carpates, accuse Julien Audoul d'arborer une veste à l'honneur d'Adolf Hitler. Je vous jure, je pensais que c'était une blague. Je pensais vraiment que c'était une blague. Donc, il a pris, regardez, Julien Audoul a ici une veste HH, un classique des militants de l'ultra-droite pour faire référence à Heil Hitler. Cet homme est l'un des porte-paroles du RN pour rappel. Alors, on rappelle que cette veste, alors c'est une marque, on ne va pas la citer. C'est une marque extrêmement à la mode en plus. Hein, c'est très connu. C'est plutôt beau gosse. Ouais, c'est le nom du fondateur. Donc c'est plutôt BG aussi. Et c'est vrai que moi, les gars, je suis désolé. Donc ça veut dire que quand ils voient un mec avec un polo avec le crocodile, ils disent c'est un chasseur de crocodiles. Non. Les gars, là, on a affaire quand même à un génie, mais un génie comme on en voit rarement. C'est quand même quelqu'un. Hein. Je suis dans les cordes, moi. Ah non, mais franchement, non, mais Raymond, il faut le sortir, ça. Il n'y a pas un gars qui lui dit, excuse-moi, mais il n'y a pas un conseiller, il n'y a rien. Ils sont tout seuls, ces gars, chez eux. Non, mais franchement, ils sont tout seuls, les gars, ces gars, chez eux. Surtout quand on sait que ça vient d'un député LFI, laquelle LFI a flirté régulièrement avec les limites de l'antisémitisme et en jouant sur les mots. Et là, il vient reprocher ce qu'on leur reproche à eux. C'est fou. Non, mais Gilles Verdez. Moi, je l'attaque. Je suis pas totalement d'accord. Je trouve qu'il va un peu loin, mais c'est bien joué politiquement. Je suis pas d'accord. Je l'aurais pas fait. Il va trop loin. Elle a raison, Isabelle. Bravo, Isabelle. Vous savez, Gilles Verdez, ça lui va. Ça, c'est pareil que lui. Donc, je vais vous dire. Non, mais... Quand elle dit Isabelle, il passe pour un con, il passe pour un con auprès d'Isabelle. Oui, mais les gens ont un minimum de culture. On va demander aux téléspectateurs, tiens, dites-nous ce que vous en pensez de ça. Non, mais franchement, on innove là, on passe de la haine envers le RN au complotisme. On a le logo d'une marque que tout le monde connaît, que la plupart des gens connaissent, et on assimile ça à un slogan nazi. Mais ça veut dire quoi si vous mettez une ceinture avec la marque H, la ceinture avec une marque H de luxe, la lettre H, c'est pour Hitler aussi? Non, mais c'est n'importe quoi. Ils ont basculé dans le complotisme. Ils font de la politique. Arrêtez, ils vont vers leur électorat, ils font de la politique. Moi, je suis pas d'accord, j'aurais pas fait ça. Cet argument, on n'en peut plus, ils font de la politique. Excusez-moi. Parce qu'ils font de la politique, c'est de l'hypocrisie. Et pourquoi ils le font alors? Bon, Gilles Verdez, c'est bon, j'ai déjà eu l'autre là. C'est bon. J'arrive pas à comprendre. Non, mais c'est bon, je vais pas m'en taper deux par jour. L'argumentaire, en fait, c'est
de nazifier en permanence tout le monde à partir du moment où on n'est pas dans leur idéologie. Mais ça ne marche pas, en fait, ça ne fonctionne pas. Ah, mais c'est bon, Gilles Verdez, avec toujours ses arguments, ils font de la politique, c'est insupportable. surtout, Thomas Guénolé. C'est le degré zéro. Mais moi, j'ai rien dit, moi. J'ai fait super gaffe à fermer ma gueule, d'ailleurs, sur ce sujet. Hein Attendez, je voulais avoir votre avis. Ouais, alors dans ce cas-là, Antoine Léaumont, je le connais. Bah oui. Alors, on se fréquente plus puisque je suis plus chez eux. Vous avez bien raison. Mais génie lui aussi. En fait, du coup, comme je le connais, il va sans doute regarder cet extrait. Je devais en profiter pour lui dire que ce serait bien, et je lui dis vraiment sans aucune animosité, voilà, ce serait bien d'arrêter de manière générale de se focaliser sur des micro-sujets franchement à la con. Ouais. Et ce serait mieux de continuer à faire un truc que eux font bien, à mon avis, c'est que quand ils vont sur le fond, soit pour démolir leur adversaire sur les propositions, soit pour mettre en avant leurs propositions, ils sont plutôt bons. Et donc, moi, je leur dirais, allez plutôt là-dessus que sur des micro-sujets qui font du buzz à la con, qui peut vite se retourner contre vous. C'est une suggestion, et je dis ça, encore une fois, pisse, quoi, voilà. D'autant que Julien Audoul, lui, il a les moyens de se défendre, enfin, il habite à Paris, etc., mais c'est une marque, cette marque-là, HH, qui est portée par des marins-pêcheurs, plein de gens qui travaillent, qui ont cette veste-là, qui maintenant, qu'on va les voir, on va se dire, c'est un SS, etc. Donc, ils mettent une cible sur des gens qui n'ont rien demandé, que ça même pas, quelqu'un peut imaginer qu'on pense à ça. Donc, c'est délirant, quoi. C'est délirant. Non, mais c'est un délire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Polska? Parce que j'avais oublié que vous étiez là. Moi, en fait, avant, je pensais que les gens politiques, c'était des gens intelligents. Voilà. Mais depuis que je suis dans cette émission, je me rends compte que pas forcément. Mais, elle a bien résumé. Franchement, elle a bien résumé. Elle est forte. Hein. Bravo. Franchement, je sais, bon, je sais que vous êtes célibataire comme Guillaume Janton maintenant. Vous avez peut-être perdu votre mec, mais vous avez gardé votre cerveau. Bravo. Et mon taf. Hein? Et le taf. Apparemment, il est reparti très vite. Merci. Non, mais c'est incroyable. Franchement, Gilles Verdez, mais comment vous pouvez défendre ça? Mais vous venez de quel... C'est la politique. C'est le degré zéro de la politique à ce moment-là. Le degré zéro de la politique, comme... voilà. Géraldine, tu peux pas lui dire, s'il te plaît? Non, mais occupe-toi de lui, j'en peux plus. Non, mais en fait, il est tellement aveuglé par ses amis qu'il en vient à défendre. C'est pas mes amis, j'ai dit que je l'aurais pas fait, vous comprenez rien. C'est vos amis. Leçon de politique à LFI de Thomas Guénolé, ras-le-bol. Ça, je laisse pas passer. Alors, je laisse pas passer, ça. Thomas Guénolé a très bien parlé. Vous devriez en prendre de la graisse. Il a taillé LFI. Pas du tout, vous devriez en prendre de la graisse. Il n'a pas taillé LFI, il leur a donné un conseil. Il y a tellement de choses à se dire politiquement que plutôt que d'aller s'attaquer sur des trucs qui sont débiles, attaquez-vous sur le fond et sur les programmes Parce qu'ils sont bons là-dessus. Et les uns contre les autres. Enfin voilà, évidemment, pour le bien de la France. Non, ils sont très bons pour défendre leur programme et pour défoncer le programme de l'adversaire. C'est un de leurs points forts. Question importante, les chéris. Oui, c'est ça, c'est dommage. Question importante, s'il vous plaît, les chéris. D'ailleurs, est-ce qu'on peut avoir le sondage? Après, je vous poserai une question importante. Voilà, 91%. Merci. Ah oui. Merci. Mais c'est des cons, évidemment, Gilles. Merci le public. J'ai jamais dit ça. Merci le public. Vous êtes con, mais pas le public. J'ai jamais dit que le public était con. Ça, c'est pas bien de dire ça. Jean-Michel, bravo, ce que vous dites. Parce que c'est exactement ça. Qui fait passer les gens pour des cons. Non. Et voilà, merci. Bravo, Jean-Michel, bravo. Qui a les fesses humides ici? Pardon? Dans quel contexte? En ce moment, là. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'apparemment, une des conséquences du réchauffement climatique, c'est une information très sérieuse. Non, mais je rigole pas. Commence déjà à impacter notre quotidien. Et une des nouvelles conséquences, c'est le phénomène des fesses humides. Ils se sont bien marrés à l'équipe d'infographie. Qui touche des millions de personnes à travers le monde. Le sif hydraté. Donc qui a le sif luisant? Le sif hydraté. On dirait moi qui demande guère qui a fumé du cannabis. C'est vrai, exactement. Non, mais moi, les mecs, c'est une vraie info. Non, je jure que c'est vrai. C'est une info. On doit cette info à Média Climax. C'est associé à l'agence Joga. Voilà. Si je fais du sport, ça porte un nom. Si je fais du sport, hyperhydrose, non, je crois. Maintenant, ça, je crois que c'est tu plus du cul. C'est plus simple, t'emmerdes pas avec les noms. C'est beaucoup plus direct. T'emmerdes pas. Non, mais c'est un vrai phénomène. Moi, c'est plutôt les cheveux, mais c'est peut-être parce que j'ai une tête de cul, alors. Vous faisiez une très bonne émission jusqu'à présent. Les chéris, on va parler de cette affaire. Délinquance, immigration incontrôlée, affaire Philippines, faut-il fermer les frontières? Et Thomas Guénolé m'a dit qu'il allait m'étonner là-dessus. Dans le drame qu'on a connu avec Philippines, le suspect de nationalité marocaine a été retrouvé en Suisse. Il avait pu passer sans problème la frontière après les faits. L'Allemagne a décidé de rétablir le contrôle aux frontières et le Royaume-Uni va remettre en vigueur un visa, y compris pour les Européens.
Faut-il revenir sur les accords de Schengen et contrôler plus durement les frontières de l'Europe? Pour en parler, on a Fabrice Divisio. Oh, pour. Ça vaut du blé. Hein. Ah ouais, quand même, ça c'est... Les ripoudeux, celui-là. Les ripoudeux. Philippe Noiret. Philippe Noiret, les ripoudeux, celui-là. Oh là, celui-là, il n'est pas là avec le dos de la cuillère, mon Fabrice. Merci d'être là, Fabrice. Merci. Et l'excellent, je l'adore, ce mec. Louis Dragnel. Merci. Bonsoir Cyril, ça va? Quel bonheur de te voir. Merci beaucoup. Oh là là, on se croise à la radio. Ouais. Bien entendu. Et il est toujours en conférence de rédaction. Il travaille. Et il me voit passer. Non mais c'est vrai. Comment ça va, mon cher? On se dit bonjour quand même. Bah, toujours, on s'adore. Toujours. Je l'adore. Moi aussi. Et il est excellent. Louis, qui est rédacteur en chef du JD News. Exactement. Exactement. En plus de tout ça, délinquance, immigration incontrôlée, faut-il fermer les frontières? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous connaissez bien entendu mon avis. Oui, Gilles Verdez. Oui, je vous l'ai dit. Il faut fermer les frontières. Gilles Verdez. Il faut alors. Attends, je vais te laisser parler, Louis. Mais okay. Gilles Verdez qui veut fermer les frontières, Louis, un miracle s'est produit. Non. Vraiment, je ne sais pas, c'est vous qui l'avez illuminé de votre talent, mais bon, on va revenir sur ce dossier juste pour que Louis nous explique bien et vous allez dire ce que vous en pensez chez vous. Moi, je n'ai pas d'avis précis. Oui, vous pensez quoi de cette affaire? Faut-il fermer les frontières? Alors, aujourd'hui, on ne peut pas fermer les frontières françaises. En revanche, on peut rétablir ce qu'on appelle les contrôles systématiques aux frontières. C'est ce qu'on a fait 2 fois en France. On l'a fait en 2015 après les attentats. Et donc, il y avait à la frontière franco-italienne toutes les voitures qui devaient ouvrir leur coffre. Tout était fouillé. Et on l'a fait une seconde fois au moment du Covid. Ça s'est très bien passé. Et globalement, les habitants de la zone frontalière, contrairement à ce qu'on peut imaginer, se disaient je me sens plutôt protégé que menacé. Donc ça, voilà, on l'a fait 2 fois. D'autres pays européens l'ont fait. La Pologne l'a fait au moment de l'Euro de football. Ça posait aucun problème. Zéro débat. Et puis l'Allemagne vient de le faire. Je sais qu'on en a beaucoup parlé parce qu'il y avait l'extrême droite, le parti l'AfD, qui a fait des très bons scores aux élections. Et donc Olaf Scholz a complètement changé de position. Et donc voilà. Et ça, on peut le faire pendant une durée de 6 mois. Parce qu'en fait, ça c'est une clause qui existe dans le cadre des accords de Schengen. Ah ouais, d'accord. Mais donc, le problème, c'est qu'on n'a absolument pas réglé le sujet. Parce que ça, c'est quelque chose de totalement temporaire. Pour régler le sujet, il y a 2 possibilités. Soit, pour le cas français, on décide en fait que toute l'immigration est plus importante, la gestion de l'immigration est plus importante que le droit européen et les traités internationaux. Mais pour ça, il faut changer la Constitution. Soit, on bénéficie de ces clauses tous les 6 mois et on peut essayer de rétablir les contrôles aux frontières, mais il faut pouvoir le justifier à Bruxelles. C'est important de signaler tout ça. Ça, il faut le changer aussi, excusez-moi. Ça, faut le changer. Fabrice Divisio. Il y a plusieurs choses, en fait, dans cette histoire. La première, c'est que c'est plus 6 mois, c'est 2 ans. Alors ça peut être renouvelé, mais c'est tous les 6 mois. C'est 2 ans initial, en fait, même. Depuis la réforme de mars 2024, il y a eu une mise à jour, en fait, du traité qui fait que tout ce qui restait du Schengen initial a disparu. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, je crois qu'il y a un problème qu'il faut bien soulever. C'est que, et vous l'avez soulevé, c'est à un moment donné, qu'est-ce qu'on a comme notion de souveraineté? C'est tout, en fait. C'est le problème de la souveraineté. C'est est-ce qu'on veut des États souverains ou est-ce qu'on veut des États dilués dans une espèce de fédération européenne comme c'est en train de se passer? Si vous me demandez mon avis, le problème est réglé. Je veux un État souverain. Ce problème ne se pose pas. Donc on est d'accord. On est d'accord. Ce problème, moi je pense que la question du contrôle aux frontières est un arbre qui cache une forêt. Oui. Et qu'en fait, il faut revenir à l'essence même des États, que sont la frontière et peut-être même la monnaie. Bon, hein. Donc, la monnaie. Vous irez jusqu'à la monnaie. Un État, ça se définit pas de 50 000 manières. Ouais. Ça se définit avec la frontière. Ça se définit avec une constitution et ça se définit avec la monnaie. Bon, alors, la monnaie, on peut débattre, on peut discuter, parce qu'il y a des problèmes économiques maintenant qu'on est en euro. C'est une question complexe. Mais la frontière, je ne crois pas qu'effectivement... vous parliez tout à l'heure de l'Italie. Oui. Vous savez que c'est assez marrant parce qu'après le rétablissement des contrôles aux frontières, je suis passé en voiture. Alors si le rétablissement du contrôle aux frontières, c'est ça... je vais vous dire, effectivement, autant pas le rétablir. Vous êtes passé à quel moment? En 2015, précisément, juste après. Moi, je peux vous dire que j'ai fait des reportages. Bien sûr. J'étais dans la vallée de la Roya. Et je peux vous assurer, il y avait même des patrouilles de Légion étrangère la nuit dans la montagne. Dans la vallée de Dana. Pour le coup, c'est pas vraiment la vallée de Dana, c'est plus sympa la vallée de Dana. Pour le coup, je m'en réjouis. Je m'en réjouis. Je dis juste qu'effectivement, au travers du tunnel du Fréjus et du Mont Blanc, c'était quand même une passoire, quoi. Vous dire quelque chose d'intelligent, si je peux. Vous ne pouvez pas, on le sait très bien. Il suffit de me le dire. Dites-nous, qu'est-ce que vous voulez? Comme j'ai 62 ans et que ça date de 95, la libre circulation, j'ai vécu 34 ans où il y avait des frontières.
avec mon père, on traversait les frontières pour en vacances, etc. Pas une seule fois, j'ai entendu mon père dire « Oh merde, la douane, etc. » Ça ne fait chier que ceux qui ont le cul sale, les contrôles aux frontières. Voilà, donc il n'y a aucun intérêt. Ceci dit, les supprimer. C'est comme le réchauffement climatique. Non, entre les États-Unis et le Canada, il y a des contrôles aux frontières. Est-ce que vous avez des gens qui se plaignent? Non. Personne. Il n'y a que les trafiquants. Alors, ceci dit, il faut mettre ça en lien avec quand même quelque chose, vous évoquiez, monsieur, tout à l'heure un point, c'est qu'il y a un arrêt qui vient de tomber de la Cour de justice de l'Union européenne qui, quand même, effectivement, va commencer à... Ça pique un peu, quoi. La Cour vous explique que le droit communautaire, eh bien, l'emporte sur toutes les normes nationales, y compris le droit constitutionnel. Et la France a résisté, quand même. Pas le droit constitutionnel. Si. Non, parce que, pardon, c'est un peu technique. Non. En fait, il y a une hiérarchie des normes. C'est-à-dire qu'au haut de la pyramide, vous avez la Constitution qui est plus forte que tout. Il connaît tout. Monsieur, En dessous, vous avez les traités internationaux et le droit européen, et en dessous, vous avez le droit français. C'est Louis de Ragnel. La réponse est non. Louis de Ragnel. Excusez-moi, votre cravate est très belle. Mais ça n'a rien à voir. Néanmoins, effectivement, la réponse est non. Depuis cet arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, monsieur, regardez-le. En fait, vous confondez. Mais monsieur, vous parlez d'une décision qui a été prise sur ce qu'on appelle la non-admission. Il dit la vérité, lui, je vous le dis. Qui a été entraînée et le Conseil d'État a pris une décision en février dernier. Je vous garantis. Du 4 juillet. Je vais vous trouver l'arrêt. Le bloc constitutionnel, Si les États est plus fort que touche pas à mon poste, on faisait du droit constitutionnel. Ah oui, on fait tout, nous, ici. Regardez, vous avez une spécialiste du droit constitutionnel à côté de vous. Après, Cyril, le vrai sujet, c'est comment on fait pour expulser aussi les clandestins. Je sais que tu en as parlé tout à l'heure. Mais l'énorme impuissance, elle est là. Non, mais si on rétablit des contrôles aux frontières, qu'il y a quand même des gens qui réussissent à passer, déjà, tu vas avoir deux problèmes. Tu as tous les clandestins qui sont présents sur le territoire national. Qu'est-ce qu'on en fait? On est confronté au même problème. Et il y a tous ceux qui continueront d'arriver, quoi qu'il arrive, parce qu'on n'aura pas de frontières étanches. Et pareil, on n'a pas de solution aujourd'hui. Non, mais il faut en trouver des solutions. Mais il y en a plein. Un juge national, bien sûr. C'est important de rappeler ce point-là. Monsieur, un juge national, c'est l'arrêt de la Cour, n'est pas tenu d'appliquer une décision de sa Cour constitutionnelle qui enfreint le droit de l'Union. Mais monsieur, c'est l'arrêt de la Cour. Le droit constitutionnel, non mais dans tous les pays, en fait, jamais la Constitution d'un pays le passera problème, si vous êtes dans cette émission, c'est toujours la même chose. Systématiquement, vous avez le réel et votre perception du réel. Pas du tout, non mais le réel, je Louis sais pas, monsieur. il a le réel. Mais vous avez l'arrêt de la Cour, mais monsieur. non, mais regardez. Mais monsieur, c'est mon boulot toute la journée. Je vais vous donner juste un exemple. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on vous parle de référendum sur l'immigration? La seule raison, c'est parce qu'en fait, en droit national, ça servirait à rien. Et le seul moyen, c'est de changer un article de la Constitution pour permettre un référendum et qui va permettre d'inscrire dans la Constitution le fait qu'on peut maîtriser chaque année les questions migratoires. Il vient de la chasse, la gueule en biais, et il donne des conseils à tout le monde. Pourquoi cette question est importante? Pourquoi c'est important au regard... C'est vrai. Attendez, pourquoi c'est important pour le gars, il y a encore 10 minutes, chercher la permis. Bon, après, on arrête sur le droit constitutionnel. Après, il y a des solutions. Ils s'en fout, là. Le vrai, c'est des solutions. On s'en fout pas, parce que ce qu'on se là... Pourquoi on s'en fout pas? On prendra un café demain. Pourquoi on s'en fout pas? Pourquoi on s'en fout pas? Venez à Europe 1 demain. On s'en fout pas parce qu'il faut arrêter de mentir aux Français. Vous ne maîtriserez jamais l'immigration, vous ne maîtriserez jamais la souveraineté si vous ne sortez pas des traités communautaires. Fin de l'histoire. Le reste, c'est de la littérature, de la mauvaise littérature. C'est tout. Et que je ne suis pas spécialement souverainiste. On continuera demain, si vous voulez. Monsieur, vous pouvez voir même après-demain, si vous voulez. Même samedi. Le fait est qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas. Et vous voyez bien que vous avez une pression constante de l'Union européenne. C'est ça que vous ne voulez pas comprendre. Merci. Louis, la vraie question aussi, c'est les solutions, comme on disait tout à l'heure. Exactement. Donc, c'est quoi les solutions? Donc, droit constitutionnel, on en a un petit peu parlé. C'est bon, là. C'est bon, c'est à peu près clair. Ensuite, non, le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on se fait respecter. Et dans une période de durcissement des relations internationales, moi, je pense que le président de la République a le droit et a même le devoir de profiter, entre guillemets, de cette période pour se faire respecter. Et par rapport à ça, il y a plusieurs leviers. L'aide au développement, par exemple. C'est-à-dire qu'on peut menacer, par exemple, de ne plus octroyer de visa aux pays qui ne reconnaissent plus leurs ressortissants. On est d'accord, je l'ai dit. Voilà. Et c'est énorme. Je fais juste une toute petite focale sur les OQTF, donc les obligations de quitter le territoire français. Donc chaque année, il y en a entre 130 et 150 000 qui sont prononcées. Il y a à peu près 45 000 personnes qui sont placées en centre de rétention administratif et on est autour de 10 000 expulsions. Donc en fait, vous avez 45 000 personnes qui sont placées en centre de rétention administratif pour être expulsées. Il n'y en a que 10 000 qui le sont réellement. Donc ça ne marche pas. Donc les leviers, voilà. Le premier, c'est celui-là, c'est de dire on conditionne, il n'y a plus de visa si vous ne reconnaissez pas vos ressortissants. Voilà. Le deuxième, c'est l'aide au développement. Est-ce que vous savez que le budget total de l'aide au développement, c'est l'équivalent du budget annuel du ministère de la Justice en France? C'est un peu plus de 10 milliards d'euros.
eh bien, il y a des pays pour lesquels on peut dire, bien, c'est très simple en fait. Si vous ne nous respectez pas, on ne peut pas continuer. Bravo. Je te donne un exemple, et après j'arrête de faire mon tunnel. Je te donne un exemple des montants d'aide au développement. Je te prends 3 pays. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Le Mali, on donne 107 millions d'euros par an. Le Burkina Faso, 100 millions. Le Niger, 92 millions. Le point commun de ces 3 pays, c'est qu'on s'est fait chasser de ces 3 pays, alors qu'on était là pour leur aider à apporter la paix. Exactement. Et à un moment donné, si on veut se faire respecter, c'est totalement anormal. Et en plus, on a des agents de la DGSE qui sont pris en otage dans un de ces pays-là et on continue de payer. À leur donner de l'argent. Voilà, exactement. Et donc là-dessus, franchement, il y a un vrai sujet. Si déjà on agit sur ces 2 leviers, je pense qu'on aura réglé une bonne partie du problème. Ça revient à dire ce qu'on disait hier soir, c'est un problème de volonté politique. Exactement. On parlait hier soir de ça. Et Louis, on a dit exactement la même chose. Vous êtes trop fort. Hier soir, on a dit effectivement que c'était finalement... Après, tu peux saisir les avoirs. En moins bien, exactement. On peut saisir les avoirs, tu peux arrêter les mandats Western Union. Donc il y a des solutions comme bien sûr. C'est un problème de volonté. Pour arrêter avec ces OQTF. Mélanie a réussi à baisser de 60% bien sûr. les arrivées sur les côtes italiennes. Tout le monde se moquait d'elle, tout le monde disait qu'elle était nulle. Elle a régularisé beaucoup. C'est vrai. C'est vrai, on l'a déjà dit ça aussi. Mais aujourd'hui, qui se plaint? Quels sont les pays qui se plaignent dans l'Union européenne? C'est l'Espagne et la Grèce, parce qu'ils disent mais l'Italie a réussi, du coup les flux se déversent sur nos côtes. Exactement, lui il est italien, celui-là, Divizio. Si, Fabrizio, Divizio, si, c'est un ancien footballeur, celui-là, il joue au Milan AC. Il a joué à Marseille. Gilles Vernet, juste très vite, vous êtes pour le... Si j'arrive au pouvoir, je prends 3 mesures. Je sors... moi, si vous arrivez au pouvoir, je me barre. Avant de voir les mesures. Je vous le dis, mais c'est sûr. Je reprends la souveraineté des frontières, je m'en fous de l'Europe là-dessus. Je régularise tous les sans-papiers qui sont sur le territoire. C'est lui, et ensuite, je ferme les frontières. Voilà ce que je fais. Et ça marche. Moi, je vais vous demander juste un truc, si vous arrivez au pouvoir. Fermez juste votre gueule. C'est insupportable. Et je ferme ça. 1 minute, Thomas Guénolé. 1 minute? Ouais. Fermer vraiment les frontières, ça suppose de faire un mur. Ça suppose de faire un mur. Comme on mentionnait tout à l'heure hors antenne, la frontière mexicaine, etc. Alors j'ai calculé combien ça ferait par rapport à la frontière française, avec les mêmes moyens qu'aux États-Unis, l'équivalent. Ça coûterait entre 20 et 30 milliards d'euros. C'est-à-dire approximativement le budget du ministère de l'Intérieur. Vous sortez d'où ces chiffres et pourquoi vous J'ai pris. D'où sortent ces chiffres? Premier point. Donc, moi, ce pognon, j'aime bien le mettre ailleurs. Mais vous racontez n'importe quoi, mais c'est n'importe nawak. Mais c'est n'importe nawak. Là, on est d'accord. C'est sur la question de la fermeture des frontières. On est d'accord. D'autre part, on ferait une dépense aussi énorme par rapport à 1,16% de la population, puisque les immigrés illégaux, c'est que 1,16% de la population. Et couper l'aide au développement, vu qu'on les a colonisés pour une bonne partie d'entre eux, la moindre des choses, c'est de les rembourser un peu de ce qu'on leur a. Thomas Guénolé, on le retrouve. Non mais Louis, c'est quand même. On devrait d'ailleurs indemniser les pays qu'on a colonisés. Je vis ça depuis 2 jours. Vous savez ce que vous êtes? Division. Vous savez ce que vous êtes? Un démago. Voilà, exactement. C'est ça qui moi le démago. Et je finis comme sur ce point. C'est ça qui est dangereux en fait. C'est que derrière des airs un peu bonhomme et sympathique et finalement faussement intellectuel, vous êtes un démago. On avait dit qu'on ne faisait pas d'attaque personnelle. C'est vrai, il est sympa Thomas. Vous n'avez pas vu d'attaque personnelle encore. Mais le fait est que c'est ça votre problème. C'est que c'est extrêmement grave ce que vous dites. Vous racontez n'importe quoi depuis hier. C'est quand même vachement grave. Vous êtes juste pas d'accord avec moi. Écoutez-moi, cette histoire de mur que vous voulez créer, mais d'où ça sort? Comme si les frontières n'avaient pas préexisté. Est-ce que vous savez quand même que l'Europe, est-ce que vous savez que l'Europe a vécu avec des frontières, que les États ont vécu avec des frontières, que mais si vous croyez que c'était des frontières étanches, c'est vous qui êtes complètement lunaire. Plus que c'est pas vrai. Rétablissons déjà. Ce n'est pas vrai. Le contrôle est rétablissons des frontières pas étanches déjà. Exactement. Merci Fabrice. Merci Louis Dragnel. Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant avec Big Laoui Carrier et bien sûr Michel Marie et Amaury. Merci d'être avec nous, il est 20h48. S'il vous plaît. Il est 20h48, on est en direct. Merci d'être là. Fabien Lecoeuvre, magnifique. Bonsoir. Merci Big Laoui d'être avec nous. Merci Fabien, ça me fait bien plaisir. Michel Marie est là également. Fabien, David Hallyday, on va parler de David Hallyday et Laetitia Hallyday déjà. David Hallyday, il annonce une tournée. Ah oui, il avait sorti son album au mois de juin cette année, Requiem pour un fou. Il a annoncé déjà la tournée. La tournée commence le 2 novembre. Elle passera dans toutes les grandes villes de France. Il sera le 12 et 13 novembre d'ailleurs au Palais des Sports à Paris.
Ah, d'accord. L'album marche très bien. Il a fait un premier extrait. Bien, et là, aussi. il sort le deuxième extrait. Il a repris la chanson Laura que lui avait fait Goldman par Bien sûr, musique. petit rien du tout, mais tant pour moi. C'est vrai Bien sûr. Oui, oui c'est vrai. Mais surtout sur David Hallyday, il y a une précision à faire. Vous savez que le 4 octobre, il sera à la télévision dans Capitaine Marlowe. Il joue le rôle de Grégoire. Mais ce qu'il faut expliquer, c'est qu'au départ, José Dayan, qui est la réalisatrice de Capitaine Marlowe, avait déjà proposé à Johnny Hallyday, donc son père, d'incarner un rôle dans le premier épisode de Capitaine Marlowe. Il avait refusé Johnny. C'est comme ça que Dayan a engagé Gérard Depardieu. Et là, pour recommencer une saison, elle a demandé à son fils, il a quand même me dire oui. Le père m'a dit non. J'espère qu'il va me dire oui. Et c'est comme ça que David a signé pour jouer ça. Il paraît qu'il est très bon en plus dans le film. Il est très bon. Merci. Laetitia Hallyday fait appel à un grand directeur artistique pour sa comédie musicale. Et oui, elle prépare une comédie musicale, Laetitia, pour 2027, puisque ça, on célébrera à ce moment-là peu de temps quand même. le 10e anniversaire de la disparition de Johnny Hallyday, qui nous avait quittés, rappelez-vous, c'était un 5 décembre 2017. Oui. Et elle prépare un grand show, comédie musicale sur Johnny. Au départ, elle a regardé plein de dossiers pour avoir des réalisateurs, des metteurs en scène, pour faire créer ce spectacle. Et finalement, elle s'est tournée vers Thomas Joly, qui est quand même un très grand metteur en scène, qui nous a fait le... On en a parlé tout à l'heure. C'est pour voir des troubles. C'est bon. Non, Mais ça vous travaille beaucoup, les troubles, en fait. Ah bah, moi, je supporte pas ça. Je supporte pas, moi, tous ces trucs-là. Moi, je vous le dis, je supporte pas. Dommage. Surtout quand les enfants qui regardent. Parce que lui, c'est normal. Il a pour 6 personnes dans son slip, donc c'est bon. Non, mais c'est bon. Non, moi, je ne supporte Est-ce que c'est vrai, parce qu'on parlait des ragots en début d'émission, donc c'est-à-dire ce qu'il est en train de dire là. Sur quoi? Biglaoui. Merci pour ton Thomas, soutien. merci Thomas, il est à fond dans l'ambiance. Non, mais c'est rien, c'est une légende. Il connaît mon passé. Et Julien Doré sera finalement bien dans la Starac. Il n'avait pas complètement tort, Biglaoui. Eh oui, je vous l'avais déjà préannoncé. Oui, Bigla. Vous étiez dans l'hésitation. Et puis finalement, il sera bien dans la Star Academy. C'est plutôt bien. Donc il sera pas parrain Bigla. Voilà, non. Il sera quoi, Bigla? J'ai pas suivi. Professeur spécial. Voilà. Ah oui. Bigla, Non, moi, j'ai il a pas dit qu'il suivi, a suivi. D'accord, Bigla. Une dernière info, Bigla. Juste, une ancienne star du JT révèle qu'elle gagnait moins de 5 000 € par mois, une ancienne star du JT, Bigla. Et oui, l'ancienne star du JT, j'ai même perdu son nom. Catherine Matoche. Matoche. Regardez Isabelle. On connaît son physique, mais moi, on ne connaît pas son nom. Catherine Matoche, oui. Et alors, en fait, non, mais elle a fait 31 ans à France Télévisions. Elle présentait donc le JT du soir. Elle gagnait moins de 5 000 € Sur France 3, moins de 5 000 € par mois. C'est ce qu'elle a avoué à Jordan Deluxe dans une émission. Tout le monde avoue à Jordan Deluxe. Mais en même temps, bon, faut savoir, quand on est dans le service public, on gagne moins en cachet, mais plus en droit, ce qu'il faut savoir. Parce qu'ils déclarent souvent ce qu'ils disent à la SCAM. Et quand on est dans le privé, on gagne plus et on n'a pas la SCAM. D'accord, Il faut le savoir. Donc, les gens ne disent pas tout non plus. Hein. D'accord. C'est pas 5 000, c'est pas que 5 000. D'accord, merci. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Non, je vous en prie. Non, c'est bon. Donc, Bigla, une dernière info. L'influenceur Dylan Thierry, suspecté d'avoir détourné des cagnottes, c'est ça? Ouais, c'est un influenceur, mais je pense qu'il est plus au fait, à mon avis. Je peux raconter ça. Ouais. Ah oui, ils sont plus spécialistes des influenceurs. On le fera demain parce que j'en ai rien à carrer. Merci. Juste, on va revenir vers vous dans un instant pour, bien sûr, une autre info. Mais pour l'instant, il a l'air inquiet. Non, vous inquiétez pas. Pour l'instant, Je parlais de Bigla... Charlotte Gainsbourg tout à l'heure. Ah oui. Elle est triste. Alors, dites-le nous tout de suite, Bigla. Elle est triste parce qu'en fait, vous savez qu'elle a ouvert il y a 1 an le musée La Maison, l'ancien appartement de la rue de Verneuil de Serge Gainsbourg. Mais tu n'as rien à foutre de ce que je te dis, Bigla. Oui, toi, tu l'adores, Charlotte. C'est une merveilleuse actrice, bien sûr. Oui, mais même, je suis incroyable. Ouais. Non. Et alors, en fait, elle avait transformé la maison de son père, qui n'est pas très grande, ça fait 85 mètres carrés, la première pièce. Moi, j'avais été chez lui à l'époque, j'avais fait une interview de Gainsbourg en 79. J'avais été dans cette maison, c'est pas très grand, puis c'est très occupé par beaucoup d'objets, beaucoup de meubles. Elle avait décidé de faire un musée. Elle a acheté en face, dans l'appartement, dans l'immeuble en face, de quoi faire un café littéraire, etc. Et aujourd'hui, ils déclarent qu'ils sont en redressement judiciaire. Parce que, alors, ça marche, parce que c'est plein jusqu'en février-mars, mais pour visiter 85 mètres carrés, on y va 3 par 3 avec un guide. Donc, en fait, c'est pas assez rentable, l'histoire. Donc, son associé, qui avait 50% départ, refuse de remettre de l'argent dans le pot.
parce que c'est un peu compliqué. Donc il y a un peu litige et redressement. J'espère que ça va s'arranger, Big là. Oui, parce qu'il faut bien comprendre, les Clo-Clo, les Johnny, tout ça, les maisons sont toujours pleines de monde parce que c'est des artistes populaires. Gainsbourg est un immense artiste. Non, mais il est populaire. C'est un génie. Il est populaire, mais pas dans le sens très 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 large public comme les idoles. Tous ceux qui ont incarné des icônes comme ça de leur vivant. Big là, non mais le temps me donne raison. Je suis désolé. Le temps te donne raison. J'ai bien analysé. Merci. Tout ça, mais ça n'enlève pas la grandeur, le génie qu'a Gainsbourg, évidemment. Merci. Mais la popularité, c'est encore autre chose, le populaire. Très vite, Michel, on va venir faire des affaires puisqu'on aura des informations exclusives dans un instant d'Amaury Bucco. Mais juste avant, Paul, 17 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pour Paul, 17 ans? Paul, c'était la semaine dernière, samedi après-midi. Paul, ça se passe à Mazamet. Paul, à 17 ans, il va voir une de ses amies, Emma. Ils déjeunent ensemble et puis après le déjeuner, ils marchent ensemble dans la rue et cette jeune fille, Emma, donc croise des amis à elle, des copines à elle. Et les copines s'intéressent à ce qu'ils sont tous les deux. Ils leur demandent en gros, est-ce que vous êtes en couple? Et lui s'en défend en disant, mais non, moi je préfère les garçons, je suis homosexuel. Donc c'est une amie, mais ce n'est pas ma petite amie. Et là, il y a une des filles qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais avec ça ?» en désignant ce jeune homme, Paul. Cette conversation s'interrompt. Paul et sa copine continuent leur chemin. Et entre-temps, les copines d'Emma sont avec une bande de racailles locales et ils se recroisent et clairement, elle désigne plutôt Paul comme étant un homosexuel à cette bande de racailles qui décide d'aller en découdre, de lui faire les poches. Bref, ils l'agressent, ils essayent de lui piquer son téléphone portable, les coups commencent à pleuvoir et ils le massacrent. Pendant environ 1 minute, il reçoit une avalanche de coups à tel point que même sa copine essaye de le protéger, va recevoir elle aussi des coups. Tout ça au prétexte qu'il est homosexuel, enfin on croit qu'on marche sur la tête. Ils réussissent à s'en sortir grâce à un passant courageux qui va mettre en fuite les agresseurs. Le petit couple, donc Paul et sa copine, vont se réfugier à la gare, appeler la police. La police arrive et les jeunes sont encore dans les alentours et ils vont être interpellés. Enfin, en tout cas, une partie des jeunes vont être interpellés et ils vont les poursuivre jusqu'à l'hôpital où ils vont les menacer. C'est un espèce d'acharnement, une haine farouche de cette équipe de jeunes, parce qu'ils ont entre 13 et 15 ans. Donc il y en a une grande partie qui ont été interpellées, les filles notamment, elles ont entre 15 et 17 ans. Elles ont été placées en garde à vue, toutes remises en liberté. 3 autres mineurs sur le groupe ont été également interpellés, ils ont entre 14 et 15 ans. Ils sont présentés devant un juge pour enfants bien sûr, mis en examen pour violence aggravée en réunion et en raison de l'orientation sexuelle, et également pour le vol, parce qu'ils ont essayé de voler le fameux téléphone portable. 2 sont placés sous contrôle judiciaire, mais laissés libres, et le 3e a été placé dans un centre éducatif. Fabien Lecoeuvre, on va avoir une info plus légère. C'est l'incroyable shooting, vous savez, ce footballeur Jules Koundé, qui se fait toujours remarquer par ses tenues. Hein, le footballeur du Barcelone, qui a signé avec Jacques Mus, avec cette célèbre marque. Ah oui. Et on l'a vu apparaître sur des photos en jupe, on l'a vu apparaître avec des talons hauts. On l'a vu faire un barbecue, on l'a vu au sommet d'une valise, faire du repassage. Les bottes sont très belles. Les bottes gazon. Enfin bon, c'est des photos qui font beaucoup parler, évidemment. C'est pas mal. Mais c'est bien, c'est original. Voilà, dans une mini voiture coupée. C'est les patins à roulettes. C'est vrai qu'il fait énormément parler de lui, Jules Koundé. Il a un look incroyable. Hein. Voilà. Et c'est vrai que voilà, ça fait énormément parler. Vous savez qu'il aborde les tenues du dernier défilé, la Casa. Hein, c'est ça. Ah oui, peut-être, ouais. Il me tue. C'est un fou ce mec, mais c'est un fou. Samy Nasseri, on a des nouvelles de Samy Nasseri. Ah, j'en ai pas, moi.
Je vous avais expliqué en début de semaine. Non, mais si, il va peut-être faire Taxi 6, il a dit. Ah oui, Taxi 6, mais en début de semaine, je vous ai expliqué qu'il est parti vivre Non, mais en je m'en Russie. fous, oui, mais Voilà, Samy, c'est mon pote. en plus. J'ai pas cette info. Taxi 6, il a parlé d'un Taxi 6. On peut pas tout avoir. Hein. Ouais, je sais, oui, non, mais il a parlé d'un Taxi 6. Mais on peut pas rien avoir non plus. Sur tout ça, le problème. Une dernière info avant qu'on parle d'Eris Mittener. Non, juste vous. Qu'est-ce que vous voulez comme info? Bah rien, merci. Vous reviendrez dans un instant. On voudrait parler de l'affaire Jubilard parce que ça rebondit, Michel Marie. Alors oui, on en avait parlé un petit peu en début de semaine, mais aujourd'hui, ça y est, la Cour d'appel s'est prononcée pour le renvoi devant la Cour d'assises de Cédric Jubilard, envoyé pour le meurtre de Delphine Jubilard, son épouse. Les faits remontaient à la nuit du 15 au 16 décembre 2020 et Cédric Jubilard est incarcéré depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Donc les juges d'instruction ont rendu une ordonnance de mise en accusation de 71 pages où ça s'appelait dans le temps un réquisitoire où on accumule toutes les charges, c'est le regard de l'accusation, toutes les charges retenues contre Cédric Jubilard dont il devra se défendre. Mais on apprend quand même pas mal de choses à la lecture de ce document. Et c'est vrai que tous les éléments mis les uns au bout des autres sont quand même assez éclairants. Il y a notamment, je ne vais pas tous vous les énumérer parce que je crois qu'on en a déjà beaucoup parlé de cette histoire, mais il y a le fils aîné, celui qui a 6 ans au moment de la disparition de sa maman, qui a déclaré pendant l'enquête que ses parents, ce soir-là, s'étaient disputés vers 23h. Et il a entendu son père dire « alors on va se séparer ». Et il a entendu également sa mère dire « arrête-toi ». Et ensuite, il dit qu'il y a une altercation assez violente entre les deux et que ça s'est terminé dehors. Et c'est vrai qu'il n'y a aucune trace de lutte à l'intérieur de la maison. En tout cas, il n'y a pas de sang, tout a été vérifié. Mais ça expliquerait peut-être que les faits se soient produits à l'extérieur. Il y a eu des cris et ça explique également ces 2 voisines qui habitent à une centaine de mètres qui, ce soir-là, avaient dit « j'ai entendu crier ». Et on a fait des reconstitutions sonores. Et c'est vrai qu'à l'extérieur, on entend clairement crier. Ça se précise. Et puis, Jean-Michel. Je vais demander à Michel, est-ce que ça arrive souvent que quelqu'un est renvoyé justice pour meurtre alors que le corps n'a jamais été retrouvé et que du coup on ne peut pas prouver de manière formelle qu'elle est morte? Ça arrive pas souvent, mais ça arrive et on peut condamner quelqu'un même si on n'a pas de corps. Et c'est vrai que dans cette affaire, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de scène de crime, il n'y a pas d'aveu, il n'y a pas de témoin, en fait, il n'y a pas grand-chose, mais il y a un tel faisceau de présomption, parce qu'on a aussi découvert quand même des choses très intéressantes sur ce qu'on appelle le podomètre. Lui dit en gros, le podomètre, c'est une application dans votre téléphone qui vous mesure le nombre de pas que vous faites. Et là, ce soir-là, il a fait 46 pas entre 3h53 et 4h du matin, donc c'est pas grand-chose. Et en revanche, 255 pas entre 4h et 5h, c'est là où il prétend qu'il a effectué d'intenses recherches pour retrouver sa femme. 255 pas, c'est pas beaucoup. Et je précise aussi, on l'a découvert dans cette ordonnance, que son téléphone portable était mis en mode avion entre 22h08 et 3h53, c'est-à-dire pile au moment où les faits sont censés s'être déroulés. Il a dit qu'il l'avait mis en mode avion et en fait les experts en téléphonie ont dit c'est pas vrai, le téléphone était hors tension, c'est-à-dire qu'il l'avait coupé et il l'a rallumé, le téléphone était chargé. Voilà. Donc on a tous ces éléments, j'ai évidemment encore beaucoup... Ah si, par rapport à la bagarre, on retrouve les lunettes de Delphine Jubilard brisées, importables, sous le canapé. Ah, c'est pour une info? Non, il veut que j'arrête de parler. C'est Madame Turle-Tutu qui l'a fait. Très bien. Madame Turle-Tutu. S'il vous plaît, une petite info. Nicolas Bedos. Ah, Nicolas Bedos, oui, il est allé ce matin au tribunal, accompagné de sa nouvelle fiancée, sa compagne, enfin la maman de sa petite fille qui a 9 mois, je le rappelle, en fait, il y a 3 affaires, mais il y a une plainte sur ces 3 affaires. D'accord. C'est une affaire qui s'est passée entre le 1er et le 2 juin 2023, dans une discothèque. Il avait un peu abusé de l'alcool. Il l'a d'ailleurs avoué lui-même. D'accord. Tête baissée, il a foncé sur une fille. Il lui a mis la main
sur son sexe. Alors non, c'est super. Alors, mais elle avait un jean, je précise. Oui, mais c'est ce qu'on suppose ou bien c'est ce qu'on suppose. C'est les déclarations de la plainte. D'accord. Attention. Okay. L'affaire devait se juger en février de cette année. Et ça s'est juré. Et puis ça a traîné parce qu'il y avait 2 autres plaignantes. Enfin, qui n'ont pas déposé plainte, deux autres témoignages, c'est important de préciser les mots. Une sur une affaire qui avait lieu en mai 23, c'était une serveuse d'un bar qui l'a embrassée de force. Et puis la troisième chose, c'était en juin 2018, accusé d'avoir touché le ventre d'une femme dans une soirée. D'accord. Bon, donc là, il était aujourd'hui au tribunal. On aura le résultat dans 30 jours à peu près, de ce qui va sortir ou pas de ça. Ça va pas être fou non plus, je pense. Hein. Ouais, et puis il a reconnu quand même qu'il était en état d'ébriété, qu'il n'était pas dans son état normal, etc. Et voilà. On suppose que si c'est avéré que les jeunes filles ont été choquées, mais on va voir ce qui va se passer. Ouais. Michel, on va revenir sur l'affaire Philippine, puisque ça ne cesse de faire parler. Cette jeune fille de 19 ans retrouvée morte dans le bois de Boulogne, et il a été diffusé le portrait du suspect. Le portrait a été diffusé. On a pu voir le visage de l'accusé. Regardez. Dès sa sortie de prison où il purgeait une peine pour viol, Taao avait été placé en centre de rétention administrative. Une obligation de quitter le territoire, prise par la préfecture de Lyon, avait été notifiée 2 jours plus tôt. Début septembre, la juge des libertés et de la détention devait se prononcer sur l'éventuelle prolongation de... Merci. Est-ce qu'on peut voir l'image figée, s'il vous plaît, au lieu de mettre le reportage? Ils dorment en régie, merci. Est-ce que vous pouvez me mettre l'image que je vous ai donnée, qu'on a récupérée sur les réseaux? On la voit beaucoup mieux. Merci, Amaury. Donc ça rebondit encore. Vous avez vu aussi cette affaire, des militants d'extrême gauche sont accusés d'avoir arraché des affiches en hommage à Philippine, à Sciences Po Lyon notamment. Oui, alors moi, c'est une info du JDD, c'est incroyable ça. Alors moi, j'ai pas d'infos sur... Alors oui, moi je les ai. Vous pouvez lire sur les affiches « Justice pour Philippine, étudiante assassinée par un OQTF, vous le savez, non exécuté ». Ces affiches ont été posées sur un espace d'expression libre et le même incident a eu lieu sur le campus de l'université de Grenoble où des militants de l'UNEF, un syndicat étudiant marqué à gauche, sont directement allés ôter les affiches à l'effigie de la jeune étudiante de Paris-Dauphine. Vous avez l'info également. Absolument, c'est tout à fait exact. Donc c'est l'UNI, un syndicat très marqué à droite, qui a affiché... Non, qui est à droite. Marqué à droite. Proche des Républicains. Proche des Républicains, il n'est pas très marqué à droite. Il est à droite. Plus à droite. Oui, il est à droite. C'est bon là. Alors, combien même vous politisez un truc, vous êtes vraiment dégueulasse. On va placarder des affiches. Bien sûr, mais c'est n'importe quoi. Par l'UNEF dans 2 universités. C'est inadmissible. Encore, voilà, vos amis, vos potes. C'est pas mes amis, mais c'est vos amis. C'est inadmissible, excusez-moi. Inadmissible. Et eux, ils méritent vraiment une énorme sanction, je vous le dis. Surtout que des syndicats étudiants de droite, il n'y en a pas beaucoup. Exactement. Ça, je te confirme, surtout à Grenoble. Voilà, merci. Le dossier aussi du jour. Iris Mittener, Miss France, Miss Univers, qui porte plainte contre son compagnon. Vous avez tout le dossier pour violence. C'est une affaire incroyable. Oui, en fait, je viens de raccrocher avec le parquet. J'étais au téléphone tout à l'heure avec eux. Avec un parquet? Avec le parquet, oui. Le parquet, vous savez, c'est le procureur de la République de Paris. J'étais avec Lino, mon fils. Oui, merci. Je viens de comprendre. Un parquet bien ciré. Et ce que m'a indiqué le parquet, c'est que le petit copain d'Iris Mittener, ça c'est la dernière info qu'on a, je pense qu'elle n'est pas encore sortie, c'est qu'à l'issue de sa garde à vue, là, on va déjà raconter l'histoire. Parce que là, ok, très bien. Alors je recontextualise tout. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'en début de semaine, Iris Mittener est allée sur une plateforme pour victimes de violences conjugales. C'était mardi matin. Et elle a expliqué que dans la nuit précédente, elle avait été victime de menaces et de violences de la part de son conjoint. Alors, faut savoir que c'est une plateforme qui a été lancée en 2021. À ce moment-là, quand elle parle sur la plateforme, elle dit « Pour l'instant, je ne veux pas porter plainte. » Mais après, elle le fera. Ces accusations sont prises extrêmement au sérieux par la police, qui va, dans la foulée, interpeller son petit copain et le placer en garde à vue pendant 48 heures. Ce qu'il faut savoir aussi sur son petit copain, c'est qu'il a 22 ans. C'est le fils d'un jeune homme. C'est un jeune homme, pardon, le fils d'un homme des plus riches de France. Il est dans les 100e fortunes de France. Olivier Pelat. Voilà, il habite un très bel appartement à Montmartre où se sont passés les faits. Je parle du fils. Il habite cet appartement. Et donc, selon mes informations aussi, le père a déjà tenté d'étouffer par le passé une affaire un peu similaire de violence. Et donc pour la suite, donc à l'issue de sa garde à vue, c'est 48 heures. La preuve, si vous voulez, que ces accusations sont quand même fondées
et que les parquets a des éléments et que la police a des éléments, c'est qu'il n'a pas été relâché à l'issue de sa garde à vue, le conjoint. Il a été mis au dépôt ce soir et que demain matin, 10h, il va être emmené devant un procureur de la République qui va regarder le dossier et qui va décider à la fois des qualifications, probablement violence conjugale, etc., mais aussi des poursuites. Et selon mes informations, ces poursuites, ce serait la comparution immédiate, ce qui veut dire que là encore, les faits sont globalement ficelés et relativement graves. Oui, tout était parti mardi soir parce qu'elle est apparue au défilé Etam avec une attelle au poignet. Tout le monde a dit mais qu'est-ce qui s'est passé et en fait, elle a quand même avoué après qu'il y a eu des violences conjugales avec ce fameux Bruno Pelat qui a 22 ans, qui est d'une famille très importante française. On s'en fout ça. Non, parce que son père c'est Olivier Pelat et son grand-père c'est Roger Patrice Pelat qui a fondé le SIDAction mais qui est le meilleur ami de François Mitterrand. Une grande famille française. Oui, mais ils n'ont rien à voir là-dedans. Non, mais bien sûr, mais c'est important de préciser l'identité. C'est pas la peine, oui, mais non, mais moi aussi, moi je suis mon fils, c'est Anjanouna, mon père c'est Anjanouna, il n'a rien à voir dans mes conneries. Non mais voilà, je vous le dis, oui. Donc merci, oui. Et donc vous avez eu le parquet? Oui, et donc demain matin, il passe devant le procureur et donc probablement qu'il va passer devant un juge et être condamné, jugé et condamné demain après-midi. Bon, c'est extrêmement... Gilles, mais il n'y avait pas eu déjà des problèmes de violence conjugale avec Iris? Alors, avec son ancien conjoint, je sais plus. Non, elle s'est séparée récemment, elle devait se marier avec Diego El Glaoui. C'est un nouveau petit ami. Ah d'accord, oui, d'accord. Elle avait un gros business d'influence avec Diego El Glaoui, ils devaient se marier, ils se sont séparés assez brutalement là il y a quelques mois et elle s'était mise avec ce Bruno Pelat il y a cet été. Ça avait été... Et ils voulaient préserver leur couple, être très discrets sur les réseaux sociaux, c'était une volonté de la part des deux. C'est réussi. Très bien, d'accord. Si je comptais pour la discrétion, il ne connaissait pas Fabien Lecœur. En même temps, on lui a connu quand même beaucoup de fiancés. Et alors? Non mais on a le droit de suivre quand même quelque part son activité. Là, elle est victime, Fabien. Elle est très sympa en plus. Bien sûr, mais elle est victime. Elle est belle. Elle est totalement victime. Elle est belle, sympathique. C'est normal qu'elle ait du succès. Bien sûr. Bah oui, regardez. Bien sûr. Oui. Mais c'est là qu'elle a été quand même Miss France en 2016 et Miss Univers l'année suivante. Ce qui est très rare dans les Miss France. Vous avez été Mister Univers de Terre. Oui, oui, et donc on finit. Non, mais je voulais dire, moi, ce qui me frappe un peu dans cette affaire, c'est un peu le profil du conjoint mis en cause. Il a de la chance dans la vie. Il a quand même un papa qui a un riche homme d'affaires. Il a un superbe appartement. Il sort avec l'une des femmes les plus belles du monde, puisque c'est une Miss Univers. Et le voilà qui est mis en cause dans des faits aussi graves. Et je trouve ça déplorable. Mais ce que je trouve le point positif, c'est que la justice, dans cette affaire, eh bien, elle traite tout le monde de la même manière, riche ou pauvre, et qu'elle fait son travail. Merci à tous. On se retrouve demain, bien entendu.